Dans un monde de fantaisie avec des démons, des monstres et des bêtes magiques, Ilu ouvre les yeux pour la première fois et voit les beaux rayons de soleil se coucher à l'horizon. Pendant un moment, il est étourdi, car il n'a aucune idée d'où il est et de ce qu'il fait dans cet endroit étrangement sombre. Soudain, une voix divine en lui s'exprime, affirmant qu'il a été réincarné de sa vie antérieure dans un tout nouveau monde en tant que dragon. Il reste allongé là, choqué, se demandant si c'est une sorte de rêve bizarre. La voix divine explique qu'il a les statistiques d'un œuf de dragon avec à peine des PV, une armure ou d'autres compétences spéciales à parler. Il demande à la voix divine si c'est une sorte de jeu, mais la voix répond que son niveau est trop bas pour des questions comme celle-là, donc soit il peut augmenter ses niveaux soit payer un abonnement mensuel pour accéder au meilleur Ilu. Ilu n'accepte pas la défaite si facilement et demande où diable il est en ce moment et qu'est-ce qu'il est exactement. Mais la voix divine est déterminée à obtenir cet abonnement coûte que coûte et refuse de répondre à aucune des questions. Cela fait perdre la tête à Ilu, tout comme moi quand j'entends parler des prix de la rame, et il se cogne accidentellement et tombe de l'arbre où se trouvait son nid. À son absolue horreur, son réservoir de PV, déjà assez petit, diminue d'un point alors que la voix divine explique que si les points de PV tombent à 0, cela signifie qu'il mourra pour toujours. Effrayé par cela, il essaie de se pousser vers la sécurité, mais au lieu de cela, il finit par se pousser vers le bas d'une pente et commence à dévaler la colline à une vitesse record. Il ne peut pas se contrôler du tout et pensait qu'il allait certainement mourir, mais heureusement, son œuf s'arrête au tout bord d'un étang où sa vie était si proche de se terminer qu'il pouvait pratiquement voir sa mort après s'être noyé dans l'étang. Une fois sa respiration contrôlée, il a l'occasion de se regarder dans le reflet de l'eau et se rend compte qu'il n'est rien de plus qu'un petit œuf fissuré au milieu de nulle part. Il commence à paniquer sur ce qui diable se passe. Quand Ciri revient en ligne et lui dit qu'il est un œuf de dragon, qui est considéré comme un monstre de rang F, ce qui est plutôt faible dans ce monde, il peut carrément mourir si sa coquille se brise. Il a une faible intelligence, grâce à son tout petit cerveau, et la seule chose qu'il peut faire correctement est de rouler, et il est nul même à ça, car il doit encore apprendre à le contrôler. Ciri explique que bien qu'il y ait une petite chance qu'il puisse devenir un dragon redoutable, les chances que cela se produise sont extrêmement faibles, puisque 99% des dragons ne sont pas capables de survivre au stade de l'œuf, car un œuf de dragon est considéré comme un mets délicat. Ciri affirme qu'il est très courant que des aventuriers aléatoires détruisent l'œuf et préparent une délicieuse brouillade, mais parfois les aventuriers restent à l'écart, car ils ont peur que la mère dragon soit à proximité. Cela l'énerve, car il se rend compte qu'il n'est rien d'autre qu'une boule glorifiée attendant d'être éclatée par la première chose qu'il rencontre. Dans sa rage, il commence accidentellement à rouler à nouveau, mais cette fois, il finit par apprendre à diriger ses mouvements et parvient à éviter une mort certaine en s'éloignant du bord d'une falaise. Il parvient à se faufiler à travers la forêt à une très bonne vitesse et apprend à mieux se contrôler, mais à la fin, il finit par tomber sur une petite corniche. À son horreur, cette petite chute a suffi à faire baisser ses PV de 4 à 3, ce qui lui fait une peur bleue, car il se souvient qu'il peut essentiellement mettre fin à sa propre vie sans le vouloir s'il continue à ce rythme. Il décide de se détendre un peu et de reconsidérer ses choix de vie, ce qui, à sa surprise, ramène ses PV au maximum, et avec cela, il se prépare à conquérir le monde à nouveau en tant qu'œuf. Il commence à se déplacer dans la forêt, réfléchissant à tout, et se rend compte que s'il est un œuf de dragon, il est voué à éclore à un moment donné, ce qui signifie qu'il deviendra un dragon, qui sont des créatures assez redoutables d'après ce qu'il peut en dire, mais pour cela, devra-t-il accomplir des quêtes et gagner de l'expérience? Et si ce monde fonctionne comme un RPG où il devra combattre d'autres ennemis et monstres pour monter de niveau? Soudain, il aperçoit une queue hérissée et essaie immédiatement de comprendre ce que c'est, pour découvrir une étrange créature violette en forme de ver. Il vérifie immédiatement les statistiques du monstre insecte et se rend compte que ce n'est pas un monstre très dur, mais le monstre a l'étiquette de gamer d'être le mangeur d'œufs. Cela lui fait une peur bleue, et il essaie de s'échapper sans attirer l'attention, mais il est aussi mauvais que moi quand il s'agit de bien faire les choses, alors il foire et commence à être poursuivi par le ver. Il commence immédiatement à rouler dans la direction opposée, mais le monstre ne semble pas s'arrêter et continue de le poursuivre. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de combattre le monstre, car tout ce qu'il peut faire c'est rouler, et même si le ver est faible, il est quand même beaucoup plus fort que lui, et il n'aurait absolument aucune chance de gagner contre lui. Il décide d'utiliser son QI à température ambiante et commence à conduire le monstre vers le bord d'une falaise. Il s'avère que le monstre était plus bête que toi au lycée et tombe dans le piège. Ilu le pousse immédiatement de la falaise, mais finit par tomber en bas avec lui. Cela aurait pu signifier la fin pour lui, mais heureusement, il finit par tomber sur le monstre et non sur le sol, ce qui l'amortit du pire, mais lui inflige tout de même pas mal de dégâts. Il se retourne, espérant que ce sera la fin, mais le ver lui fait une dernière peur avant d'abandonner et de se retourner pour mourir. Ilu prend une profonde respiration, remerciant Dieu de lui avoir donné la chance de vivre, quand soudain Ciri reprend la parole, lui disant qu'il a obtenu un tas de points pour avoir tué le monstre et aussi survécu à la chute, ce qui a maximisé sa limite de niveau au niveau 5, et pour gagner d'autres niveaux,
Il doit d'abord subir une évolution. Ciri lui montre 2 voies à suivre dans l'arbre d'évolution, l'une étant le bébé dragon et l'autre étant le petit dragon. Il est un peu confus sur la différence entre les 2 races, mais heureusement, Ciri explique et lui dit que le petit dragon est une race redoutable de dragons nains qui sont plus petits par rapport aux autres espèces de dragons, mais sont plutôt forts et peuvent devenir aussi grands qu'un ours. Les aventuriers les évitent, car ils ont peur de l'attaque de souffle de feu. Comparé à cela, le bébé dragon est simplement un bébé dragon, qui est connu pour sa viande tendre et est souvent chassé par les aventuriers et d'autres monstres car ils sont faciles à attraper et font un incroyable ragoût. Dans le rare cas où le bébé dragon survit jusqu'à l'âge adulte, ils peuvent en fait grandir pour devenir une grande variété de races de dragons très fortes, mais la plupart ne vivent jamais pour voir ce jour. Ilu se rend compte que le monde est trop déprimant, et au début, pense à prendre la voie pour devenir un petit dragon, car cela signifiera qu'il peut être en sécurité dès le départ et ne pas avoir à s'inquiéter de se faire noscoper au moment où il s'approche d'un monstre ou d'un aventurier. Il était sur le point de choisir le petit dragon quand soudain sa voix intérieure s'enclenche et lui dit d'opter pour le bébé dragon. Au début, même lui était confus, ne sachant pas pourquoi exactement le bébé dragon serait un meilleur choix, mais soudain il se rend compte que le petit dragon est essentiellement un roi court, ce qui signifie que ses chances d'avoir un match sur Tinder sont minces voire nulles. Alors que, s'il devient un bébé dragon et parvient à mesurer 6 pieds et plus, il aura tous les HUD et nagerait dans de la chatte folle. Au moment où il choisit d'être un bébé dragon, quelque chose change en lui, et le fait clos, et il émerge en tant que dragonnet jaune et se rend compte que ses statistiques semblent avoir augmenté, mais ses PV ne sont toujours pas au maximum, ce qui signifie qu'il doit se détendre et se reposer pour tout récupérer. Il se tourne vers le ver et le remercie pour son évolution, quand soudain son estomac commence à gargouiller. Cela le rend confus, car il n'est pas Bear Grylls et ne peut pas manger de la merde et pisser pour survivre, mais il pense à tous les usailles qu'il peut gagner avec sa taille, alors il décide d'y aller, car il a besoin de protéines. Il commence à dévorer le ver entier puis prend un long et profond sommeil pour récupérer tous les PV qu'il a perdus. Le lendemain, à son réveil, il pense à son rêve où il était encore un humain et commence à se demander comment exactement il a été réincarné ici et qui il était exactement quand il était un humain. Avant qu'il ne puisse réfléchir à tout cela, cependant, il se retourne pour trouver un tas de monstres verts prêts à l'attaquer. Puisqu'il est maintenant un dragon, cependant, il décide de les affronter et commence à les détruire absolument avec les mouvements qu'il a appris au Daghestan après que son père l'y ait envoyé pendant 2-3 ans et a oublié. À chaque kill, il gagne plus de points d'expérience et finit bientôt par débloquer encore plus de capacités offensives. Il commence à utiliser son souffle de feu pour griller tous les monstres qui se présentent sur son chemin et atteint bientôt le niveau 7, gagnant la capacité d'un coup de poing de dragon, qui lui permet de couvrir son poing dans une boule de feu et de détruire tout monstre qui se trouve devant lui. Après avoir fini le dernier monstre avec une prise d'étranglement, son estomac se remet à gargouiller. Il pense à manger des vers à nouveau, mais il n'a pas envie de commencer sa journée avec de la nourriture pour chien, alors il décide d'essayer autre chose et suit le régime de champignons de Mike Tyson. Malheureusement, tout le monde n'est pas bâti comme Iron Mike, et il commence à vomir comme mon ex lors d'une soirée fille seulement avant qu'elle aille chez un inconnu. Il décide qu'il doit trouver une nouvelle source de nourriture, car il n'y a aucun moyen qu'il mange un putain de ver moche. Juste à ce moment-là, il repère un loup gris courant devant lui, et il décide immédiatement de se battre. Il commence à courir aux côtés du loup, et même si l'animal était plus grand que lui, il savait qu'il gagnerait grâce à ses statistiques supérieures. Il ne donne même pas au loup une chance de faire quoi que ce soit, car il utilise son souffle de dragon pour incapaciter le loup, suivi d'un coup de poing enflammé, qui détruit complètement le loup et le transforme en rôtilant. Il se demande si le goût serait comme un barbecue, et à sa surprise, le goût est exactement comme un steak grillé. Cela lui donne une autre raison de commencer à chasser ces animaux, et finalement, il trouve un autre vieux loup qu'il fume avec un seul coup de poing enflammé et commence à rôtir avec l'aide de son souffle enflammé. Il se rend compte que s'il peut monter jusqu'au niveau 25, cela lui donnerait l'occasion d'évoluer à nouveau. En mangeant son repas seul, il commence à vouloir quelqu'un à qui parler qui n'est pas un putain d'assistant IA, et juste à ce moment-là, il entend des voix venant de la forêt. Il se rend compte que ces voix sont définitivement celles d'humains et se précipite immédiatement pour enquêter. Il repère bientôt un groupe de 3 aventuriers marchant dans la jungle et vérifie leurs statistiques. Se rendant compte qu'aucun d'entre eux n'est au-dessus de ces niveaux, ce qui signifie qu'ils ne devraient pas représenter une menace pour lui, mais parce qu'ils sont 3, ils peuvent certainement le submerger. Il décide de prendre le risque, cependant, car il pense qu'il est trop mignon pour que les humains ne l'aiment pas, et il voudrait probablement être ami avec lui. Pensant cela, il émerge de derrière l'arbre et commence immédiatement à agir de manière mignonne, espérant que les humains tomberont immédiatement amoureux de lui, mais il a une cruelle prise de conscience quand le chef du groupe attrape son épée et donne une taille aérienne qui le frappe en plein sur la poitrine, le poussant au sol alors que le sang coule sur son corps. Avant même qu'il puisse penser à s'échapper, il est touché par le sort du magicien, qui lui inflige un choc assez fort pour complètement rendre son corps engourdi.
Il pense à quel idiot stupide il a été de penser qu'il pouvait faire confiance aux humains, et maintenant il devra payer le prix en donnant sa vie. Il essaie de s'éloigner en rampant, mais c'est inutile, car son corps ne peut même pas bouger d'un pouce. Il se prépare à mourir, mais alors que le chef se prépare à le poignarder à mort, la fille guérisseuse saute entre les deux et lui sauve la vie. Le chef a une dispute avec elle, mais ensuite il la laisse tranquille et avance. La fille nommée Myria commence à lancer un sort de guérison sur lui et lentement mais sûrement le guérit jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de santé pour se déplacer. Avant même qu'il ne puisse la remercier correctement, cependant, ils entendent un cri à glacer le sang venant de la direction où les autres aventuriers sont allés, et il est sûr que quelque chose s'est vraiment mal passé et qu'un monstre puissant est à proximité dans la zone. La guérisseuse se retourne immédiatement et essaie de courir dans la même direction, mais Ilu l'arrête, car il sait que quel que soit le monstre qui se cache dans la forêt, il est plus fort qu'elle et va probablement la tuer aussi, surtout parce qu'elle a déjà utilisé tout son mana pour le guérir. Il est trop faible à cause des blessures, cependant, elle passe à côté et lui dit de faire attention avant de se précipiter dans la forêt. Ilu se maudit d'être si impuissant et inutile. Il parvient d'une manière ou d'une autre à surmonter sa paralysie et commence à courir dans la forêt quand il se retrouve soudainement face à face avec un dragon de pierre géant, qui est au moins 10 fois plus fort que lui. Il repère la fille allongée inconsciente près de ses pieds, mais avant même qu'il ne puisse essayer d'aider, le dragon le sent et se retourne pour mettre fin à sa vie une fois pour toutes. Ilu est trop stupéfait pour bouger alors que la peur s'empare de son corps, tandis que le dragon de pierre se jette sur lui de tout son corps. À sa surprise, le corps d'Ilu semble bouger de son propre chef instinctivement et le sauve d'une mort certaine. Alors qu'il saute de côté, il se cache immédiatement derrière des buissons en pensant à quel point il était stupide de penser que même s'il se battait aux côtés des humains, ils auraient pu vaincre cette monstruosité. Il sait que s'il prend des coups majeurs de ce monstre, il va certainement être effacé de la surface de cette planète. Il jette un coup d'œil pour trouver Myria et se rend compte qu'elle est toujours en vie et s'accroche à la vie avec à peine des PV. À son horreur, le dragon de pierre décide de revenir vers Myria afin de l'achever, ce qui lui fait oublier toutes ses peurs, et il se prépare à essayer de la sauver. Avant qu'il ne se rue sur le monstre, cependant, la voix divine l'incite à s'enfuir, affirmant que l'interaction n'en vaudrait pas la peine, et il y a une bonne chance qu'il ne survive pas à cette altercation. Cela l'arrête dans son élan, car il pense que Ciri a raison, car il n'a aucune compétence ou capacité qui puisse l'aider à faire face à cette monstruosité, et le choix le plus sûr serait simplement de s'enfuir et de vivre pour combattre un autre jour. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, cependant, le souvenir de Myria lui sauvant la vie et le guérissant envahit son cerveau, et il décide qu'il ne la laisse pas seule, et qu'il va soit la sauver soit mourir en essayant. Il se rue sur le dragon, et quand le dragon essaie de l'attaquer, il se souvient de ses compétences en tant que fée commence à rouler, ce qui lui sauve la vie, et il saute en l'air avant de cogner un peu le dragon et de créer une certaine distance entre eux. Il vérifie immédiatement les autres humains du groupe et se rend compte que le vieux mage est mort et qu'on ne peut rien y faire, mais l'épéiste semble toujours s'accrocher à sa vie avec une faible marge. Le dragon de pierre recommence à poursuivre Ilu, mais il est bon pour rouler et commence à esquiver le monstre et à le frapper à plusieurs reprises dans l'espoir de gagner du temps et de sauver les aventuriers restants. Au moment où il pensait que son plan semblait fonctionner et qu'il pourrait peut-être sauver les humains, le dragon de pierre le frappe avec un sort de Earthbending qui crée une onde de choc à travers le sol, créant d'énormes pointes qui frappent Ilu et le projettent au sol. Il se rend compte qu'il ne peut pas continuer à esquiver les attaques et décide de riposter. Le dragon de pierre essaie de l'attaquer, mais cette fois Ilu passe à l'offensive et essaie de porter un coup de poing flamboyant enflammé à son visage, espérant obtenir un coup critique. Au début, il pensait que l'attaque était efficace, mais à son horreur, il se rend compte que non seulement l'attaque a à peine fait des dégâts, mais le dragon semble récupérer ses PV perdus à nouveau. Il utilise toujours cette opportunité pour immédiatement attraper la guérisseuse, car il sait qu'il ne peut sauver qu'une personne à la fois. Il commence immédiatement à s'enfuir du monstre après avoir esquivé son attaque et court droit dans la jungle profonde et la dépose en sécurité. Il se rend compte qu'elle perd encore des PV, et il doit trouver un moyen de remonter sa santé. Il essaie de reproduire ce que la fille a fait avant pour le guérir, mais évidemment, rien ne se passe. Il décide immédiatement de changer de plan et de trouver un endroit approprié où la fille peut être plus en sécurité des éléments avant la nuit. Il commence à renifler l'air, embrassé par le coucher du soleil, alors qu'il essaie de trouver une odeur familière à suivre. Soudain, il capte une faible odeur d'humain venant d'une direction et commence immédiatement à suivre à pleine vitesse tout en portant la fille sur son dos. Son horreur ne semble pas prendre fin, car une meute de loups gris commence à le poursuivre dans l'espoir d'obtenir de la nourriture rapide et facile. Ilu est allé trop loin à ce stade, et il ne va pas se faire dévorer par un tas de chiots glorifiés après avoir littéralement survécu à un putain de dragon. Il pose la guérisseuse près de l'arbre et se retourne pour s'occuper des loups. Habituellement, il traitait les loups un par un, mais cette fois il était obligé de se battre contre toute une meute, et en plus quand il était déjà blessé. Il combat vaillamment tous les loups et continue à défendre la fille au prix de son propre corps, car il continue à se faire frapper,
mais parvient à repousser les loups et la reprend sur son dos. Se déplaçant à travers les forêts, meurtri et battu, sur le point d'atteindre sa limite, il retrouve bientôt son chemin vers un village humain, ce qui le rend heureux, car tout ce qu'il doit faire maintenant est d'obtenir de l'aide pour Myria afin qu'elle puisse retrouver sa santé. Il commence à crier à tue-tête et parvient à attirer un tas de villageois à son emplacement. Malheureusement pour lui, les villageois ne peuvent pas comprendre ce qu'il dit et ont peur de lui. Il essaie de leur faire comprendre qu'il ne veut pas de mal, mais l'un d'eux lui plante une lance artisanale dans la jambe. Il se rend compte qu'il ne trouvera aucune aide ici. Alors que tout le village le voit comme une menace, il la repose rapidement au sol et commence immédiatement à s'enfuir alors que les villageois se préparent à l'attaquer à nouveau. Il parvient à esquiver tout le monde et s'échappe dans la forêt. Pendant que les villageois emmènent rapidement Myria en sécurité et appellent le guérisseur local pour l'aider, il est heureux qu'au moins il lui ait sauvé la vie et commence à boitiller dans la forêt. Myria se réveille 2 jours plus tard chez la guérisseuse locale nommée Marie, qui lui dit qu'elle a été assommée pendant 2 jours d'affilée. Myria se demande qui exactement l'a ramenée au village, car elle était sacrément sûre qu'elle serait morte là-bas, mais Marie affirme qu'elle n'en a aucune idée. Myria demande où sont les autres membres du groupe, et Marie répond que le vieux mage est mort tandis que leur chef, Dose, n'a jamais été trouvé sur les lieux, ce qui signifie qu'il a probablement été dévoré par le dragon, avec seulement du sang autour de la zone comme preuve. Myria commence immédiatement à pleurer, affirmant que si elle avait empêché Dose d'avancer, il serait peut-être encore en vie, mais Marie lui dit de ne pas s'inquiéter, car Dose n'était pas une personne qui écoutait les autres. Myria se souvient que Dose était un peu impétueux, mais c'était une personne gentille et était toujours le premier à affronter les monstres qui essayaient de menacer le village. Il était aussi bon avec les enfants et leur donnait toujours de bons conseils. Le seul problème était son obsession avec le dragon de pierre, parce que quand il était plus jeune, il a rencontré le dragon et a fini par s'enfuir. C'est alors qu'il a décidé d'affronter le monstre et de le tuer pour éliminer toute question que quiconque pourrait avoir sur lui. Il a décidé de prendre le vieux mage dans son équipe, mais savait que Marie ne permettrait ou n'accepterait jamais d'aller avec eux en tant que guérisseuse, alors ils ont trompé Myria en affirmant que Marie leur avait dit de la prendre à la place. Myria n'était pas disposée à y aller, car le dragon de pierre est trop dangereux à affronter, mais avec un peu de chantage émotionnel, ils ont réussi à la convaincre de rejoindre leur groupe. Elle regrette sa décision de ne pas avoir alerté les autres villageois, mais il n'y a rien qu'elle puisse faire maintenant. Elle se souvient d'un vague souvenir du dragon qu'elle a sauvé les dents à retourner au village, mais Marie n'a aucune idée de comment elle est arrivée ici, et elle sait seulement qu'il y avait un monstre qui l'attaquait, mais un villageois blond a réussi à la sauver avec sa lance. De retour dans la forêt, il a finalement réussi à revivre ses PV et se sent beaucoup mieux maintenant. Il se demande comment va Myria et si elle s'est rétablie, mais se souvient aussi du sentiment d'impuissance qu'il a ressenti face au dragon de pierre, ce qui lui rappelle qu'il est toujours l'une des choses les plus faibles de cette forêt et doit devenir fort le plus rapidement possible. Il décide bientôt d'utiliser plus son cerveau et utilise un monstre vert comme appât et le suspend à l'arbre. Immédiatement, un tas de vers de la région se rassemble pour voir ce qui se passe, et il utilise cette opportunité pour les frapper à mort. Il continue à détruire chaque monstre qui se présente sur son chemin, que ce soit en les frappant, en les mordant ou en utilisant ses attaques de feu pour les griller. Une fois le massacre terminé, il a finalement atteint le niveau 25, ce qui signifie qu'il a atteint un autre point dans son évolution. Ciri lui montre l'arbre d'évolution, et il se rend compte qu'il a 5 choix pour aller de l'avant. Certains d'entre eux sont des petits dragons, qu'il ne choisit définitivement pas, même s'ils mûrissent tôt, mais à long terme, ils ne seront pas aussi forts que les autres. Le dragon ange est très fort mais a surtout des capacités défensives et de guérison, tout comme Myria. Le dragon enfant est la prochaine étape d'évolution directe du bébé dragon, et il deviendra sûrement bientôt un dragon adulte s'il continue, et l'autre option est un dragon enfant muté, qui a de meilleurs sorts de magie. Enfin, la dernière option est le dragon de peste noire, qui est connu pour causer la mort et la destruction et peut se transformer en humain à volonté. Au début, il rejette immédiatement l'option du dragon de peste, puisque ce serait le chemin le plus maléfique, mais soudain, il se rend compte que la transformation humaine signifie qu'il peut en fait aller au village humain et retrouver Myria à nouveau. Avec cela, il commence à réfléchir à sa décision, stressé, car cette décision serait l'une des décisions les plus importantes de sa vie. La confusion sur le chemin qu'il devrait choisir pour son évolution commence à rendre Ilu fou, et il commence à faire des sons comme mon chien constipé alors qu'il essaie de parvenir à une conclusion. À la fin, il décide qu'il est vraiment inquiet pour Myria et veut la revoir. Il sent que s'il peut apprendre la compétence de transformation humaine, il peut vivre une bonne vie même s'il est un dragon de peste, et si cela ne fonctionne pas, comme la plupart des startups sur Shark Tank, il peut redevenir un dragon. Avec cela, il choisit de devenir un jeune dragon de peste, et sa palette de couleurs passe du jaune au violet. Il devient quelque chose qui ressemble au méga Dracofeu, et il sent qu'il a en effet l'air assez maléfique. Il commence à avoir des doutes sur sa décision, mais ensuite Ciri lui dit que sa compétence, voire le statut, a monté de niveau, et maintenant il peut voir les détails de ses compétences.
Ilu se débarrasse immédiatement de ses doutes en entendant cela, et Ciri lui dit qu'il a débloqué plus de compétences appelées vol et poudre d'écailles de dragon. Son type a changé en ténèbres, et maintenant ses compétences normales ont évolué pour avoir des dégâts d'éléments poison et malédiction. Il a aussi obtenu des titres appelés malfaiteur et calamité, et plus Ilu entend parler de cela, plus il regrette d'avoir choisi cette forme. En plus de cela, il n'a pas obtenu la compétence de transformation humaine promise, et comme toute Karen, Ilu commence à s'en prendre à Ciri et à demander à voir son manager. Il dit que ce n'est pas ce qu'on lui a dit et demande s'il doit monter de niveau pour recevoir la compétence de transformation humaine. Cependant, Ciri cache à nouveau cette fonctionnalité derrière un paywall et dit à Ilu qu'elle ne peut pas répondre à cette question à moins qu'il n'achète l'abonnement premium. Ilu se sent déçu et arnaqué, car il est devenu une calamité volante au lieu d'un humain. Cependant, le bon côté est qu'il peut maintenant voir les détails de ses propres compétences, et la première chose qu'il décide de vérifier est Ciri, officiellement nommée voix divine. Eh bien, Ciri garde les données comme d'habitude, et Ilu s'y attendait un peu. Il lui demande ensuite à propos de la nouvelle compétence, poudre d'écailles de dragon, et Ciri lui dit qu'il peut libérer des écailles toxiques de ses ailes qui peuvent sérieusement affaiblir toute créature vivante et même les tuer. Au niveau maximum, il peut anéantir des nations entières juste en volant au-dessus d'elles. Ilu en voit l'exemple instantanément, car une fleur près de lui se fane et meurt à cause de sa poudre d'écailles, et il maudit Ciri pour l'avoir transformée en arme biologique alors qu'il voulait juste devenir humain et gagner des HUD. Maintenant il est sûr qu'aucun humain n'essaiera de s'approcher de lui, et commence ensuite à vérifier d'autres compétences qui sont tout aussi redoutables. La compétence suivante est le souffle maladif, qui change son souffle de feu en une attaque qui répand des maladies extrêmement mortelles et peut anéantir des civilisations entières au niveau maximum. Ilu commence à paniquer, parce qu'il ne peut pas être plus prêt pour être un méchant que ça, et se demande s'il y a un moyen de changer son évolution maintenant. Il décide de vérifier ses titres, car il pourrait influencer ses compétences et sa croissance, et Ciri lui dit qu'il a raison. Son premier titre est le petit héros, qui est donné à ceux qui montrent une petite quantité de courage et font la bonne chose face au danger. Cela peut grandement influencer sa direction d'évolution et un jour faire de lui un vrai héros. Ilu est soulagé d'entendre cela, mais ensuite il entend les détails sur ses autres titres. Le titre malfaiteur est pour les méchants qui laissent une montagne de cadavres derrière eux et sont fiers de leur nombre de victimes. Il augmente les dégâts des attaques de type ténèbres et rend difficile l'apprentissage des sorts de magie blanche. Il réduit aussi le taux de récupération et a une grande influence sur son chemin d'évolution. C'est le dernier clou dans le cercueil pour Ilu, et il commence à geindre et pleurer qu'il veut redevenir un bébé dragon. De retour au village, Marie vérifie les pierres de protection placées tout autour du village pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Ces pierres créent une barrière qui décourage inconsciemment les monstres d'entrer dans le village, mais elles ne peuvent pas fonctionner contre les monstres à la volonté forte ou les monstres qui ont un but. Miria pense que le dragon qui lui a sauvé la vie doit entrer dans cette catégorie, mais elle n'est pas sûre s'il voulait vraiment la sauver ou si c'était une coïncidence. Marie ne peut pas commenter là-dessus, parce qu'elle n'a pas vu le dragon, mais elle ne veut pas que des monstres entrent dans le village à cause d'une barrière défectueuse. Elle finit de recharger toutes les pierres de protection, et soudain Miria lui demande de lui en apprendre plus sur les monstres. Marie est curieuse de savoir pourquoi Miria est si intéressée par les monstres depuis cet incident. Miria répond qu'elle sent qu'un dragon l'a sauvée l'autre jour, et Marie lui demande si elle développe des sentiments pour un monstre, parce que c'est dégoûtant. Miria panique et dit que ce n'est rien de tel, et Marie décide de laisser tomber. Elle convient que Miria devrait apprendre sur les monstres et commence à expliquer que les monstres peuvent vaincre d'autres créatures pour monter de niveau et évoluer en monstres plus puissants. Les humains ont aussi le système pour monter de niveau et améliorer leurs compétences, mais ils ne peuvent pas évoluer en une nouvelle espèce comme les monstres. Miria est surprise par cela et dit qu'elle n'a jamais entendu cela auparavant, mais cela met Marie en colère, parce qu'elle lui a enseigné tout cela il y a 11 ans. Miria argue qu'elle n'avait que 5 ans à ce moment-là, et 11 ans peuvent ne pas être une grosse affaire pour un elfe, mais c'est beaucoup pour les humains. Marie continue sa conférence, disant que de temps en temps, il y a des personnes spéciales qui peuvent entendre une voix divine, et ce sont elles qui ont découvert le niveau et d'autres choses. Marie dit que les monstres se battent pour survivre, et ils essaient toujours de devenir plus forts à travers l'évolution, parce que cela les aide à vivre plus longtemps. Elle dit à Miria que le dragon lui a peut-être sauvé la vie, mais la prochaine fois qu'elle le rencontrera, il aura évolué en quelque chose de plus dangereux et pourrait même l'attaquer. Miria crie sur Marie pour l'avoir effrayée comme ça, mais la dame elfe lui dit juste de ne rien attendre d'un monstre, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les humains. En même temps, Ilu a accepté son sort dans la forêt, et il décide de monter de niveau aussi rapidement qu'il peut pour revenir sur le chemin d'être un bon dragon. Cependant, sa priorité principale est toujours de se transformer en humain pour qu'il puisse revoir Miria. Il commence à chercher un monstre faible qui donnera beaucoup de points d'expérience, quand soudain il sent ses mouvements devenir plus lents. Ilu se rend compte qu'il est couvert de toiles qui le ralentissent, et seulement après cela se rend-il compte qu'il est tombé dans un piège tendu par une araignée. Juste à ce moment-là,
Une énorme araignée saute des buissons et siffle vers lui. Il eut panique en voyant qu'elle a des statistiques très élevées par rapport à lui, mais il ne peut pas s'enfuir parce qu'il est piégé. L'araignée éjecte un tas de toiles de son derrière vers Ilu, qui les contre avec son souffle de feu, brûlant la toile et infligeant aussi des dégâts à l'araignée. Cependant, la toile couvrant son corps prend aussi feu, et il roule sur le sol jusqu'à ce que Ciri lui dise qu'il a acquis la compétence résistance aux flammes. Ilu se lève pour combattre et constate que son attaque n'a pas fait beaucoup de dégâts à l'araignée, alors il décide d'utiliser ses griffes paralysantes contre elle, et malgré de nombreuses entailles qui font saigner l'araignée, Ilu constate qu'elle a encore la moitié de sa barre de santé pleine. En plus de cela, le monstre araignée est enragé, et Ilu décide de s'enfuir pendant qu'il est encore paralysé. Il commence à rouler rapidement, mais le monstre araignée se remet rapidement de la paralysie et le rattrape. Ilu panique, mais se souvient alors qu'il peut voler en utilisant sa nouvelle compétence. Il saute immédiatement aussi au qu'il peut et essaie de s'envoler, mais même un poulet avec une aile peut faire mieux. Il est de retour sur le sol en un rien de temps, parce qu'il ne peut pas encore utiliser sa compétence correctement, et à la fin, il doit compter sur le roulement à nouveau. Cependant, même après 10 minutes, l'araignée n'a pas abandonné, et Ilu se demande juste combien d'endurance le putain de monstre a. Heureusement, sa compétence de roulement monte de niveau juste à ce moment-là, et maintenant il peut rouler beaucoup plus vite. Il obtient aussi le titre de coureur poulet pour s'être enfui comme un lâche, mais Ilu valorise sa vie plus que sa fierté. Bientôt, il est capable de mettre un certain écart entre lui et l'araignée, mais voit alors une large falaise devant lui. Le premier instinct d'Ilu est de rouler sur le côté, mais il décide alors de faire confiance à sa compétence de vol et bondit en avant à pleine vitesse. Heureusement, il est capable de planer de l'autre côté et jure qu'une fois qu'il sera assez fort, il reviendra pour mettre fin à la vie de l'araignée. Il est vraiment épuisé maintenant et décide de regarder l'araignée une dernière fois avant de partir. Cependant, l'araignée n'est nulle part en vue, et soudain, il voit un pont fait de toile. L'instant d'après, l'araignée saute à la surface, et il panique parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il recommence à s'enfuir en roulant, et sa compétence de roulement monte encore de niveau. Un malheureux loup gris apparaît sur son chemin, et il roule juste dessus, l'envoyant valser et gagnant de l'expérience bonus en le vainquant ainsi. Il passe directement au niveau 3 et continue à faire des frappes et des fuites sur les monstres sans méfiance dans la forêt, atteignant le niveau 8 en un rien de temps. Il pense qu'il est enfin assez fort pour affronter l'araignée maintenant, alors il arrête de courir et lui fait face. L'araignée éjecte soudain une bouffée de gaz toxique de son corps, et il saute sur un arbre pour l'éviter. Même s'il est résistant au poison, cela lui fait vraiment mal à la gorge, et il décide d'attendre que le poison se dissipe. Pendant ce temps, l'araignée attend aussi que le poison fasse effet, et il a une idée. Il décide d'utiliser la plus vieille astuce du livre et commence à agir comme si le poison l'affaiblissait. Il tombe au sol et commence à se débattre comme un poisson hors de l'eau avant d'agir complètement immobile. L'araignée mord à l'hameçon et saute sur lui, et dès qu'il est assez proche, il le frappe avec un souffle de feu à pleine puissance puis le plaque au sol avec sa queue. Le monstre araignée est vaincu avec ça, et il atteint immédiatement le niveau 14. Sa compétence de souffle de feu monte de niveau, et il obtient aussi une nouvelle compétence appelée queue de dragon. Il pense que ce sont de bons développements, mais il est plus excité de voir s'il a obtenu la compétence pour devenir humain. Malheureusement, il n'obtient rien d'autre, et sa frustration grandit encore plus intense. À la fin de la journée, il chasse un loup et l'emmène avec lui pour manger et se reposer. En chemin, il trouve une grotte, et après s'être assuré qu'aucun autre monstre ne l'utilise, il décide d'en faire sa base. Il y fait rôtir la viande de loup puis décide d'ajouter le jus de certaines baies qui sentent le poivre noir. Il lui trouve que le jus de baille rend vraiment la viande meilleure au goût, et il obtient même le titre de Monsieur Chef pour ça. Il sent que le titre a une belle sonorité, et il commence à se demander s'il peut monter son niveau de cuisine et séduire les humains avec sa délicieuse nourriture. Cependant, un seul regard à ses griffes tranchantes et empoisonnées lui fait penser autrement. Il sent qu'il était au moins mignon quand il était un bébé dragon, et les humains le détestaient et le craignaient même à ce moment-là. Maintenant qu'il ressemble littéralement à une menace, il n'y a aucune chance qu'ils osent même s'approcher de lui. Il sent que même Miria ne le reconnaîtra pas maintenant et pense que c'est ce qu'il mérite pour avoir été gourmand et avoir essayé de devenir humain. Il crie vers le ciel, demandant à Dieu de lui donner au moins la compétence de transformation humaine, même s'il continue à évoluer en dragon de peste. De retour au village, Miria apprend d'un vieil ivrogne que Dose est toujours en vie. Elle lui demande avec empressement de lui dire tous les détails, et le vieil homme lui dit qu'il était en train de pêcher quand il a vu Dose marcher dans les bois, l'air épuisé et affamé. Il n'a rien remarqué et a continué à marmonner pour lui-même avant de disparaître dans la forêt. Les autres villageois pensent que le vieux schnock était juste en manque et a imaginé Dose, mais Miria devient pleine d'espoir et va immédiatement voir Marie pour en parler. Elle veut aller dans la forêt pour chercher Dose, mais Marie refuse de la mettre, elle ou tout autre villageois, en danger. Elle fait aussi renoncer Miria à l'idée en suggérant qu'elle parlera à la guilde des aventuriers à ce sujet, mais elle sait à quel point Miria veut sauver Dose s'il est vraiment en vie.
Le lendemain, dans la forêt, Ilu se réveille rafraîchi, et il décide de chasser plus de monstres pour monter de niveau rapidement. Soudain, il voit une flaque d'eau bouger devant lui et se rend compte que c'est un monstre qui n'a pas l'air fort. Il décide de le chasser pour farmer de l'expérience, mais alors qu'il essaie de voir ses statistiques, ses yeux commencent à brûler, et Siri lui dit qu'il ne peut pas encore accéder à cette information. Ilu commence à crier de douleur et se demande quel diable est le monstre bizarre qui peut lui faire autant de mal rien qu'en le regardant. Soudain, sa compétence pour voir le statut monte de niveau, et il peut brièvement voir que le monstre Slim a des statistiques ridiculement élevées, et il tombe au sol sous le choc. Ilu se demande quelle sorte de créature a des statistiques aussi folles, quand soudain le monstre Slim le remarque et tire un tentacule dans sa direction. Ilu parvient à s'enfuir juste à temps, et une fois qu'il atteint la forêt, il se rend compte que le Slim effrayant n'avait en fait pas des statistiques si élevées, et qu'il avait mal lu les choses plus tôt. Cependant, c'est trop effrayant, alors il décide de le laisser tranquille pour le moment. Il décide de chercher ses cibles dans une autre direction aujourd'hui, quand il remarque soudain un pot caché dans les buissons. Ilu pense que c'est peut-être bon pour garder des fruits, mais dès qu'il le touche, le pot saute sur lui dans les airs, parce que ce n'est pas un objet mais un monstre appelé Ptori. Ilu voit que ses statistiques ne sont rien de spécial, alors il attaque le Ptori avec un coup de poing de flamme, mais cela ne fait pas de dégâts significatifs. Cela motive Ilu à donner tout ce qu'il a, et il bombarde le monstre d'attaque. Cependant, le monstre pot a atteint le summum du nonchalant, et il récupère des PV en se reposant même quand Ilu l'attaque. Quoi qu'il fasse, la coquille dure du monstre le protège de tous les dégâts, alors Ilu décide de passer en mode créatif. Il jette le monstre dans la rivière, et cela fonctionne, car le monstre coule à sa mort. Ilu obtient les points d'expérience et monte de niveau, mais il obtient un nouveau titre appelé Roi Scélérat, et son titre de malfaiteur monte aussi de niveau. Il se sent mal d'aller encore plus loin sur la voie du méchant, quand soudain un tas de monstres peaux l'entourent. Ilu se rend compte qu'ils sont venus quand le premier monstre a utilisé la compétence de cri pour les invoquer, et ils sont tous vraiment en colère. Ils se regroupent, et Ilu pense qu'ils vont se transformer en une sorte de monstre ultime, mais au lieu de cela, ils se transforment en une autre tour qui a l'air vraiment instable. Ilu vole et attrape le monstre le plus haut avant de le dunk sur la tour et de vaincre tous les monstres d'un coup. Il apprend une nouvelle compétence appelée météorite en faisant ça, avec 600 points d'expérience qui le mènent directement au niveau 30. Ses compétences montent aussi de niveau en conséquence, et il est content de ça, mais malheureusement, les coquilles se cassent après qu'il ait vaincu les monstres, et il n'a pas un seul pot utilisable. Il décide d'utiliser les monstres pour la viande à la place, mais commence alors à penser qu'il a besoin de plus de légumes dans son alimentation. Alors qu'il avance, il voit le ciel violet et des empreintes de pas bizarres venant de près. Ilu devient curieux et suit la direction des empreintes de pas qui le mènent à un ours qui s'occupe de ses propres affaires et se promène. Ilu demande à Siri ses statistiques, et elle lui dit qu'il est trop loin pour voir ses statistiques, mais il peut voir des détails sur son espèce. L'ours est un monstre de rang des plus appelé ours d'argile. Il est fait de boue et est puissant avec un taux de récupération élevé. Ilu se rend compte que le monstre est au même rang que lui, et il se demande s'il peut le vaincre dans un combat loyal. Cependant, la plus grande raison pour laquelle il veut combattre l'ours d'argile est que s'il est vraiment fait d'argile, il peut l'utiliser pour faire des pots et d'autres trucs. Ilu ne peut pas laisser cette chance en or s'échapper de ses pattes toxiques, et il poursuit le monstre ours, qui ne semble pas le remarquer du tout. Il décide de lancer une attaque furtive et bondit sur l'ours d'argile par derrière, mais il se retourne au dernier moment, montrant des pointes mortelles éruptant de sa poitrine. Ilu évite de justesse de se faire poignarder par ses pointes, et il saute en arrière, disant que le monstre ne mérite pas d'être appelé un ours avec ses pointes mortelles. L'ours décide de tomber sur Ilu, qui esquive et le frappe avec une attaque roulante. Il parvient à enlever une bonne partie de sa barre de santé, mais l'ours utilise immédiatement une compétence de soin pour restaurer la barre de santé complètement. Ilu se rend compte qu'il ne peut pas one-shot l'ours, et il ne peut compter que sur des tactiques de frappe et de fuite jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mana pour se soigner. Il continue à esquiver les pointes mortelles de l'ours d'argile tout en lui infligeant des dégâts, et quand il pense que son facteur de guérison ralentit, Ilu se rapproche pour un coup final. Soudain, l'ours d'argile crée une tempête de sable autour de lui, et quand la tempête se termine, il a aussi des pointes sur le dos. Ilu traite l'ours d'argile de tricheur, car maintenant il n'a aucun moyen d'utiliser son attaque roulante. Heureusement, l'ours d'argile a perdu la plupart de son mana après s'être battu trop longtemps et avoir utilisé des compétences lourdes, et Ilu décide de l'user encore un peu plus. Soudain, l'ours arrache son bras et le lance sur Ilu, qui l'esquive et trouve que le bras se transforme en argile normale après s'être séparé du corps principal. L'ours d'argile continue à lui tirer des pointes qui se transforment aussi en argile, et Ilu a soudain une idée. Il charge l'ours et utilise ses griffes pour lui arracher le bras. Il se transforme en argile comme d'habitude, et Ilu le roule rapidement en une boule puis vole haut. Il pense que s'il frappe l'ours d'argile avec une compétence météorite, ce ne sera pas assez, alors il décide d'improviser et met tout son poids corporel derrière la compétence météorite. L'attaque parvient à déchirer le corps de l'ours d'argile,
et il gagne 300 points d'expérience qui le mènent au niveau 33. Il obtient aussi une compétence appelée casse-noisette, parce que c'est ce qu'il vient de faire. Il est vraiment épuisé maintenant, mais au moins il a de l'argile qu'il utilise pour faire des pots et des jarres. Il fait aussi un four puis y place les pots pour les cuire, et en attendant, décide d'attraper un dîner. Il décide de chercher des légumes et des champignons et trouve un champignon tonnerre qui est nutritif et savoureux, mais il a un poison paralysant léger. Il n'est pas encore résistant à la paralysie, alors il le jette puis remercie sa Siri montée de niveau pour lui donner plus de détails. Après cela, il tombe sur une fleur géante, mais juste au moment où il s'apprête à l'évaluer, la fleur l'attaque. Il panique, mais parvient ensuite à arracher la fleur de sa tige, la tuant. Siri lui dit que c'est une plante carnivore qui mange des animaux, mais elle ne peut pas digérer le sel et le dépose dans sa racine. C'est la chose la plus précieuse qu'il pourrait trouver pour améliorer son expérience culinaire, et il ramène la bulle remplie de sel à la maison. D'un autre côté, Myria désobéit à Marie et dépasse la barrière qui protège le village pour trouver Dose. Elle est prête à affronter tous les risques tant qu'elle peut le trouver et le ramener en sécurité. Même si elle doute que le vieil ivrogne soit digne de confiance, elle se souvient comment Dose l'a fait chanter pour rejoindre son groupe et pense que si elle l'avait juste arrêté, lui et le vieux seraient encore en vie maintenant. Soudain, un monstre vert l'attaque, et Myria utilise immédiatement une boule de feu pour le vaincre et se rappelle de rester calme quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, il lui trouve un énorme champignon monstre qui peut marcher et attaquer les gens après avoir atteint la maturité, et il a un goût assez délicieux. Il l'ajoute à sa liste d'ingrédients puis trouve un autre champignon bizarre, et Siri lui dit que c'est un champignon de rang acquis et vraiment précieux, et il peut soutenir l'économie d'une nation entière s'il est cultivé correctement. Il commence à rêver de rouler sur l'argent après avoir entendu cela, mais quand Siri lui dit que le champignon est une drogue puissante qui peut rendre tout le monde accro, il change immédiatement d'avis. Il brûle les champignons pour que personne ne tombe dans l'addiction, et son titre de petit héros monte de niveau. Après cela, il trouve des bailles de poivre sauvage, et Siri lui dit qu'autrefois, c'était l'épice la plus recherchée au monde, et elle valait son poids en or. Il récolte immédiatement tout le poivre, et en même temps, Myria s'aventure profondément dans la forêt, se cachant des monstres d'une manière ou d'une autre. Elle se rend compte qu'elle est déjà trop profondément dans la zone dangereuse, et si elle va plus loin, elle pourrait faire face à quelque chose hors de sa ligue, alors elle décide de rentrer chez elle après avoir regardé à nouveau les abords du village. Plus tard dans la nuit, il utilise le champignon lumineux pour éclairer sa grotte puis vérifie les pots qu'il avait mis à cuire. Ils sont parfaits, et il les utilise pour préparer un ragoût avec les ingrédients qu'il a collectés aujourd'hui. Grâce au sel et aux champignons, la nourriture a encore meilleur goût, et il commence à parler comme s'il était un critique gastronomique, même s'il ne connaît fondamentalement rien à la cuisine. Il parle de comment le sel fait ressortir les saveurs umami du plat puis crée des baguettes pour manger, qui sont déjà la manière la plus délicate de manger de la nourriture, même si on a des mains humaines au lieu de griffes de dragon. Grâce à l'ajout de sel dans le plat, le titre de chef d'Ilu passe du niveau 1 au niveau 2. Il remarque soudain que le bol qu'il utilise est un peu difficile à boire, et il renverse aussi un peu du ragoût. Il décide de monter aussi ses compétences en poterie et prévoit de faire un nouveau bol, ainsi que d'autres articles de couvert le lendemain. Il commence même à rêver de recouvrir les murs nus de la grotte avec des briques d'argile, et Siri lui dit qu'il a maintenant aussi gagné le titre d'artisan céramiste. Le lendemain, un carrosse se dirige vers le village à côté de la forêt, et deux jolies aventurières en sortent pour enquêter sur la forêt. Elles se demandent si elles peuvent vraiment trouver un survivant dans la forêt, mais la guilde leur a donné un travail, donc elles doivent le terminer. De retour dans la forêt, il a commencé à meubler sa grotte avec des meubles en argile. Il chasse les loups et les ramène à la grotte pour les traiter. Un côté de sa grotte est plein de la fourrure qu'il a enlevée des loups, et il décide de la faire sécher plus tard, car d'abord il doit assaisonner la viande et la laisser sécher pour les saisons plus froides. Il est assez satisfait de ses progrès et pense qu'il s'habitue à ce nouveau monde, mais alors qu'il sort pour collecter le jerky de viande, il trouve des singes en train de le manger. Il devient furieux et chasse les singes, mais cela lui fait réaliser qu'il doit trouver une solution permanente à ce problème, où il perdra toutes ses réserves de viande. Il a une idée et décide de fabriquer un poison de haute qualité comme le grand Walter White, pour qu'il puisse enduire le jerky de viande et tuer les singes. Pendant qu'il est occupé à collecter des ingrédients dangereux partout dans la forêt, il réalise soudain que maintenant il peut distinguer les champignons et plantes vénéneux rien qu'en les regardant sans l'aide de Siri, ce qui est la première instance d'humain prenant les emplois de l'IA. Après cela, il tombe sur un champ de fleurs et décide de prendre des fleurs pour décorer sa grotte, parce qu'il devrait y avoir au moins une jolie chose à regarder dans la vie de chacun. Cependant, alors qu'il rêvasse d'une jolie grotte, un petit monstre mignon apparaît devant lui. Il est surpris de le voir et demande à Siri à son sujet. Il apprend que la mangouste mignonne s'appelle la princesse du poison, et toutes ses compétences tournent autour du poison. Il est un peu terrifié par elle, mais le monstre semble aussi effrayé et s'enfuit. Soudain, un morceau d'argile tombe à proximité, distrayant Ilu, et profitant de cette chance, la princesse du poison le mord puis s'enfuit.
Ilu ne peut pas comprendre sa stratégie jusqu'à ce que le poison commence à faire effet. Il se sent incroyablement faible et ne peut pas bouger l'épaule où il a été mordu, et Ciri lui dit que sa compétence de résistance au poison a monté de niveau. Ilu réalise que la princesse du poison a un poison beaucoup plus fort que tout ce qu'il a jamais affronté, et il s'évanouit alors que le petit monstre ricane méchamment. Ilu trouve qu'il est atteint d'un poison spécial, mais quand il demande à Ciri ce qui le différencie d'un poison ordinaire, il obtient la même réponse habituelle, il ne peut pas obtenir des informations de si haut niveau pour l'instant. Il essaie de se lever et de quitter l'endroit, mais dès qu'il soulève son épaule, le poison se propage encore plus vite dans son corps. Ilu ressent une nouvelle vague de faiblesse et réalise que sa situation empire au fil du temps. Il se demande s'il y a des plantes à proximité qui peuvent soigner le poison, mais il ne se souvient pas avoir vu quelque chose comme ça. Soudain, il a une idée et décide d'en apprendre plus sur le monstre qu'il a empoisonné, car cela pourrait lui donner des indices sur quoi faire. Ciri lui dit que la princesse poison est un monstre rusé qui empoisonne sa proie puis s'enfuit, attendant qu'elle meure d'une mort douloureuse. Le monstre revient ensuite pour se nourrir de la créature morte, et Ilu pense que cette créature est encore pire que lui. Ciri lui dit que la source du poison du monstre vient des plantes et insectes vénéneux qu'il consomme, mais ses fluides corporels agissent comme un antidote pour qu'il ne meure pas de son propre poison. Le monstre est vraiment intelligent et, chaque fois qu'il est capturé, il utilise l'antidote pour marchander sa vie. Ilu réalise qu'il a juste besoin de capturer la princesse poison pour obtenir l'antidote, mais il n'a pas de méthode infaillible pour le faire. Il décide de tenter sa chance et s'enfuit car il peut encore bouger un peu. Il est sûr que la princesse poison ne laissera pas sa proie s'échapper et continuera à le poursuivre. Il garde ses sens en alerte pendant qu'il court, et voit bientôt le lézard venimeux sauter d'arbre en arbre tout en le suivant. Dès qu'il l'aperçoit, il commence à rouler pour le poursuivre, mais étonnamment, le monstre peut aussi utiliser la roulade. Elle garde ses distances avec Ilu, qui réalise qu'il se dirige tout droit vers la falaise et qu'il pourra coincer le monstre là-bas. Soudain, il heurte quelque chose et s'arrête brusquement. Ilu réalise que la princesse poison lui a tiré une balle d'argile même en roulant, et il est discrètement impressionné. Cependant, il reprend immédiatement la poursuite et continue d'avancer même lorsqu'il est touché par des éclats d'argile. Sa compétence de roulade monte de niveau en conséquence, lui permettant de rattraper le lézard venimeux, et il la projette en l'air, pensant qu'il n'a plus qu'à l'attraper. Malheureusement, il n'avait pas regardé son environnement avant de faire cela, et son attaque a envoyé la princesse poison tout droit en bas de la falaise. Il eut panique en réalisant qu'il pourrait perdre son antidote, et il plonge après la princesse poison, mais juste à ce moment, le poison commence à l'affecter encore plus sérieusement. Malgré la douleur brûlante dans tout son corps, Ilu attrape le monstre terrifié puis utilise son souffle de feu pour remonter à la surface. Cependant, juste au moment où il touche le sol, le poison atteint son dernier stade, et il sent qu'il va mourir d'un instant à l'autre. Bien qu'à 2 doigts de la mort, Ilu est content d'avoir réussi à sauver le lézard venimeux, puis il perd conscience, laissant la princesse poison faire son travail. De l'autre côté, Meury cherche toujours Dose dans la forêt, mais elle ne trouve aucun indice. Alors qu'elle revient au village les mains vides le soir, elle trouve Marie là, demandant où elle était car elle ne l'a pas trouvée de la journée. Meury dit qu'elle ne se sentait pas bien, alors elle est allée se promener, et maintenant elle se sent beaucoup mieux. Marie traverse la rivière et lui demande si elle allait dans la forêt pour chercher Dose, et Meury répond encore, disant qu'elle n'est jamais allée dans la forêt. Marie décide de croire son mensonge puis lui dit de ne pas trop stresser car elle a des nouvelles, les aventuriers envoyés par la guilde arriveront bientôt. De retour dans la forêt, il lui revient soudainement à lui et se demande ce qui se passe. Il lui faut quelques secondes pour réaliser qu'il était empoisonné et qu'il attendait de mourir, mais ensuite il trouve la princesse poison devant lui. Il se met en colère, pensant qu'elle attend sans vergogne qu'il meure, mais alors qu'il essaie de la frapper, il trouve que son corps n'est plus lourd et douloureux. Il se demande si le lézard venimeux l'a sauvé en lui donnant l'antidote, et elle l'affirme fièrement. Ilu n'a aucune raison de la douter maintenant, et il ramasse joyeusement la petite créature, disant qu'ils ont forgé un lien indestructible en se battant puis en se sauvant mutuellement la vie. Le lézard l'embrasse en jouant, et il décide de l'adopter comme ami. Il l'emmène dans sa grotte et cuisine de la nourriture pour eux deux, et la princesse poison apprécie de manger de la viande cuite et assaisonnée. Ilu se demande comment l'appeler car elle n'a pas encore de nom, mais ensuite il décide que les monstres comme eux n'ont pas besoin de nom et qu'ils vont très bien comme ça. Le lézard se blottit contre lui, et il réalise qu'elle s'est attachée à lui. Il lui dit qu'elle peut rester avec lui aussi longtemps qu'elle le souhaite car elle est sa première amie, et elle est vraiment heureuse d'entendre cela. Après cela, le lézard, las, voit un pot dégageant une odeur fétide, et il lui dit que c'est un poison spécial qu'il est en train de préparer. Dès qu'elle entend cela, las saute sur le pot et commence à avaler le poison. Ilu s'inquiète pour elle, mais ensuite il se rappelle qu'elle peut renforcer son propre poison en mangeant des choses vénéneuses. Il se demande si c'est bon et goûte juste un tout petit peu du poison, ce qui le fait spasmer comme un poisson hors de l'eau, et sa compétence de résistance au poison monte de niveau.
Il se demande comment l'as peut manger cette chose comme si c'était de la merde gastronomique, mais elle lui lance juste un regard confus. Le lendemain, Ilu emmène l'as avec lui pour chasser des loups gris. Il provoque les loups en leur faisant un doigt d'honneur, et alors qu'ils chargent vers lui, l'as les assomme en utilisant ses éclats d'argile. Ilu termine le travail et tue les loups, puis tape dans la main de l'as pour leur parfait travail d'équipe. Plus tard, l'as l'aide à récolter des noix de coco qu'ils apprécient, et ils regardent le coucher du soleil ensemble avant de retourner à la grotte. Alors qu'ils dorment, Ilu trouve l'as reposant trop près de son visage, et il se rappelle que, bien qu'elle soit mignonne et amicale maintenant, c'est l'ennemi le plus dangereux qu'il ait jamais affronté. Il lui demande de ne pas le mordre pendant qu'elle est à moitié endormie et sent qu'ils vont rester ensemble longtemps maintenant. Le lendemain, Ilu emmène l'as à l'endroit où poussent les baies de poivre et lui fait goûter. Sa réaction lui indique qu'elle n'aime pas trop les épices, mais soudainement, elle saute de sa tête et commence à le conduire vers quelque chose qu'elle trouve meilleur. Ilu la suit avec enthousiasme, oubliant que sa nouvelle petite amie toxique aime les choses vénéneuses. L'as le conduit vers un champignon géant qui émet des odeurs de cadavres en décomposition, et il lui reste à 10 pieds de distance. Il interroge Siri sur le champignon et apprend que c'est un champignon abeille qui est hautement toxique. Ilu comprend pourquoi l'as veut le manger, mais il ne veut pas qu'elle transporte cette puanteur fétide avec elle dans leur grotte, alors il brûle tout le champignon. L'as est dévastée en voyant sa version d'un plat étoilé Michelin réduite en cendres, et elle commence à frapper Ilu pour avoir ruiné son dîner. Il promet de se rattraper plus tard avec une plante vénéneuse différente, mais elle pointe soudainement un éclat d'argile vers lui. Ilu demande si elle est si en colère contre lui, mais l'as le tire vers les buissons derrière lui, et soudain un monstre effrayant à 2 têtes en sort. Ilu se sent nerveux et intimidé devant le chien à 2 visages avec des tatouages tribaux sur tout le corps, et il constate que le monstre a des stats assez élevés ainsi que des compétences qui semblent difficiles. Il veut s'enfuir, mais en voyant que le chiot monstre à 2 visages a la capacité de marquer sa cible et de la suivre, il décide de rester et de se battre. L'as pense la même chose, et elle roule au loin pendant qu'Ilu retient l'attention du monstre. Il prévoit d'attaquer le monstre de front pour le distraire pendant que l'as portera le coup final avec son poison. Il charge pour frapper une des têtes du chien, mais l'autre tête avance pour se défendre et le repousse. Le chien pleureur utilise ensuite la magie de gravité sur Ilu, le faisant ramper au sol sous son poids accru. Il réalise qu'il ne peut même pas bouger dans cette situation et craint le pire alors que le monstre à 2 têtes s'approche de lui, mais heureusement, l'as le distrait en lui tirant des éclats d'argile. Ilu saisit rapidement cette chance pour utiliser son souffle de feu sur le monstre, mais il guérit tous les dégâts subis avec un sort de soin. Ilu a envie de craquer à ce stade, mais il a maintenant réalisé que la tête pleureuse fait des attaques magiques tandis que la tête en colère fait des attaques physiques. Soudain, le monstre prépare une autre attaque de magie de gravité, et Ilu charge pour l'arrêter. Il laisse la tête en colère le mordre, et c'est le signal pour l'as de plonger et d'utiliser son poison sur le chien pleureur. Elle se retire avec Ilu et observe la santé du monstre diminuer malgré l'utilisation de magie de récupération, et Ilu est confiant qu'ils ont gagné. Puis, soudainement, la tête de chien en colère arrache la tête pleureuse pour empêcher le poison de se propager, et Ilu jure de ne jamais devenir un monstre à 2 têtes. Il pense qu'au moins ils n'auront plus à faire face aux attaques magiques, mais en regardant les stats de son ennemi, il constate qu'il a une dernière carte à jouer, il a réveillé la compétence appelée sacrifice qui permet à la tête coupée de bondir en avant et d'attaquer l'as. Elle parvient à esquiver l'attaque tant bien que mal, et Ilu lui dit de s'enfuir aussi vite qu'elle le peut. L'as commence à rouler au loin avec la tête de chien enragé toujours à ses trousses, mais Ilu ne peut pas aller l'aider car le corps principal du monstre lui barre toujours le chemin. Il ne perd pas de temps et se précipite pour secouer le cerveau du monstre d'un coup de poing à la tête, puis attrape son cou pour le lancer haut dans les airs. Ilu saute haut pour attraper la tête du monstre et la frappe avec un casse-noisette, mettant fin brutalement à sa vie. Maintenant, il s'inquiète pour l'as et espère qu'elle va bien car il ne veut pas perdre le seul ami qu'il ait dans ce monde. Il commence immédiatement à la chercher et trouve bientôt une flaque de sang qui l'inquiète extrêmement. Il commence à appeler l'as et à demander si elle est à proximité, et elle répond à ses cris hurlants en sortant des buissons, gravement blessée et faible. Le cœur d'Ilu se serre en la voyant ainsi, et juste à ce moment, la tête coupée du monstre chien charge vers elle pour en finir. Cette fois, Ilu est là pour la protéger, et il repousse la tête du monstre d'un coup de pied avant de la réduire en fine pâte à coups de poing furieux. Une fois qu'il a terminé de se venger pour l'as, il retourne vers elle et la tient doucement dans ses bras. Il est content qu'elle soit toujours en vie malgré ses blessures et se met à pleurer, pensant qu'il aurait tout perdu s'il l'avait perdu. L'as lèche faiblement ses larmes pour le réconforter, quand soudain Siri dit à Ilu qu'il a reçu des points d'expérience pour avoir vaincu le monstre et a monté de niveau. Ilu ne veut pas entendre sa voix stupide et sans âme et lui dit de se taire, disant qu'il n'y a rien de plus précieux pour lui que l'as en ce moment. Il ne veut même pas de la compétence de transformation humaine s'il l'a à ses côtés, et c'est à ce moment que Siri décide de le frapper avec la plus grande ironie qu'elle puisse gérer. Elle dit à Ilu qu'il a enfin obtenu la compétence de transformation humaine, et son esprit devient complètement vide en entendant cela. Au même moment, au village,
Murray aide Marie dans les tâches ménagères car les aventuriers de la guilde vont arriver aujourd'hui. Murray est assez curieuse à propos des aventuriers car ils reçoivent rarement des visiteurs de l'extérieur. Soudain, elle remarque un livre affreusement vieux sur la table, et Marie lui dit que c'est une encyclopédie des monstres qu'elle pourrait aimer. Murray ouvre immédiatement le livre et commence à lire sur le monstre de rang F appelé Ver des Ténèbres. Marie lui dit que le rang des monstres est écrit dans une ancienne écriture que personne ne peut lire. Les monstres de rang F sont assez faibles, et même les aventuriers débutants peuvent les vaincre avec assez de cran, mais quand il s'agit de monstres de rang D, il faut des aventuriers chevronnés pour les affronter. Le monstre à 2 têtes qui lui vient de battre est un monstre de rang D+, et les monstres classés B et plus sont si forts que seuls les héros et les saints peuvent les vaincre. On dit que le dragon de roche que son groupe essayait de chasser est un monstre de rang C, mais Marie croit qu'il est devenu encore plus fort après avoir évolué. Murray a peur en entendant cela, et juste à ce moment, les 2 aventuriers arrivent pour commencer leur enquête. Quelques minutes plus tôt, la fille Fury Yuno et la chevalière blonde Meltia se dirigeaient vers la maison de Marie. Yuno demanda à Meltia pourquoi elle avait choisi de partir en mission de rang C seulement toutes les 2, car cela peut être difficile. Elle dit qu'elles auraient dû attendre que le reste de leur groupe les rejoigne. Mais Meltia pensait que ce serait plus facile à 2 seulement parce que, si la situation devenait délicate, elle pourrait prendre la fuite. Yuno n'était pas vraiment confiante en sa vitesse et dit à Meltia qu'elle était raciste si elle pensait qu'elle était rapide simplement parce qu'elle était en partie chien. Elle mit une seconde à réaliser que Meltia parlait de l'utiliser comme appât, mais elle lui dit de se calmer car ce n'était qu'une blague. Leur mission est d'explorer la forêt et non de combattre des monstres, donc c'est plus facile que la cote de difficulté ne le laisse penser. De retour au présent, elles sont à l'intérieur de la maison de Marie, et elles sont assez surprises de voir un elfe dans un village humain. Marie leur dit qu'elle est seulement moitié elfe et moitié humaine et qu'elle vit dans le village depuis longtemps. Myria apporte du thé pour les invités, et Marie lui demande de les laisser seuls un instant car elle ne veut pas qu'elle entende les détails de la mission. Sur ce, Meltia demande des nouvelles de la personne qu'elles sont censées chercher, et Marie leur raconte toute l'histoire de la disparition de Dose au combat et comment il a été aperçu plus tard par l'ivrogne du village. Elle leur demande de découvrir la vérité derrière les rumeurs et d'empêcher Myria de retourner seule dans la forêt à l'avenir. Peu après, Meltia et Yuno se dirigent vers la forêt, pensant qu'elles doivent trouver la preuve que Dose est mort car cela mettrait fin au problème de Myria, ainsi qu'à ses espoirs. Meltia dit qu'au cas où elles ne trouveraient pas de corps, elles peuvent fouiller soigneusement la forêt, et ne rien trouver sera une preuve suffisante que Dose n'est pas en vie. De retour dans la forêt, à l'intérieur de la caverne d'Ilo, il recouvre l'as d'herbe médicinale pour que ses blessures guérissent plus vite. Elle dort à cause de ses blessures et de l'épuisement, alors Ilo décide de la laisser là pendant qu'il sort vérifier ses statistiques. Cependant, ce n'est qu'une excuse qu'il se donne à lui-même alors qu'il veut tester sa compétence de transformation humaine et aller au village humain pour la revoir. Il réussit tant bien que mal à maîtriser son excitation. En arrivant à la rivière, il pense à quel point c'était ironique d'obtenir la compétence de transformation humaine au moment même où il pensait ne pas en avoir besoin. Cependant, maintenant il se demande s'il pourra vivre correctement parmi les humains sans éveiller les soupçons. Il ne veut pas non plus se séparer de l'as et se demande s'il existe un terrain d'entente où il pourrait profiter du meilleur des 2 mondes. Ilo réalise que trop réfléchir ne le mènera nulle part, et il active la compétence de transformation humaine. Il sent son corps être poussé et tiré dans différentes directions jusqu'à ce que sa forme ressemble à celle d'un humain. Mais, à sa grande déception, il a toujours l'air d'un monstre terrifiant. Il pique une crise et demande à Ciri si elle appelle ça une transformation humaine, et, comme toujours, il obtient la réponse que la vérité est cachée derrière un paywall. Ilo perd complètement son sang-froid à cause de ça et vérifie ses stats, ce qui le rend encore plus frustré. Dans sa soi-disant transformation humaine, ses stats ont été réduites de moitié, et il utilise rapidement du mana pour maintenir cette stupide forme. Il abandonne l'idée de se transformer en humain et retourne à sa forme normale, tombant face contre terre dans le désespoir. D'un autre côté, Yuno et Meltia tuent un monstre araignée géant sur leur chemin vers les parties les plus denses de la forêt. Elles continuent leur recherche jusqu'au coucher du soleil et réalisent qu'elles devraient bientôt rentrer car les monstres deviennent plus forts à mesure qu'elles s'enfoncent dans la forêt. Soudain, elles débouchent sur une clairière avec la caverne d'Ilo à l'autre bout, et leur intuition leur dit immédiatement que quelque chose cloche dans cet endroit. Elles atteignent l'entrée de la caverne et trouvent 2 statues qui la gardent. L'une est visiblement un dragon, et l'autre ressemble au dessin d'un enfant représentant son père chauve. Yuno se demande s'il y a un culte voué au dragon dans le coin, mais Meltia n'a jamais rien entendu de tel. Elle peut sentir une puissante magie émanant des statues, et Yuno utilise son nez fin pour sentir de la viande séchée suspendue aux arbres. Toutes 2 sont sûres que quelqu'un vit à proximité, et elles décident de vérifier la caverne en restant pleinement prudentes face aux éventuels dangers. Dès qu'elles atteignent la caverne, elles sont accueillies par une vue inattendue. Il y a de la lumière à l'intérieur de la caverne, grâce à des champignons luminescents, et il y a des pots remplis de bail à l'odeur délicieuse. Yuno dit que les baies sentent le poivre, qui est toujours l'un des objets les plus précieux au monde, et elle s'excite, disant à Meltia qu'elle devrait en emporter avec elle.
Meltia lui dit d'abandonner cette idée stupide car elle pense que cette caverne est une cachette de bandits, et elles auront des ennuis si elle les embête. Soudain, elles entendent un sifflement aigu et se retournent pour trouver l'as prête à les attaquer. Meltia dit à Yuno de s'éloigner du monstre mortel qui peut les tuer plusieurs fois d'une seule morsure, et elle est contente que l'as se soit retiré sans combattre. Elle décide de s'échapper de la caverne avant de tomber sur quelque chose de plus inhabituel. Ignorant qu'Hilo les attend dehors avec l'as, il les avait repérés entrant plus tôt, et maintenant il arpente nerveusement l'entrée, se demandant ce qui va se passer. Il se demande si les deux méchantes seront impressionnées par son entrée et pense qu'il devrait intervenir pour se présenter. Cependant, la réalisation qu'il est un monstre terrifiant le frappe plus fort que Truck-kun. Il décide de recourir à nouveau à sa compétence de transformation humaine, espérant que les filles le prendront pour une sorte de demi-humain. Cependant, son délire est aussi éloigné de la vérité que possible, et les filles le voient comme un dragon de peste menaçant essayant de les attaquer. Yuno est figée, paralysée par la peur, mais Meltia lui dit de prendre son arme si elle veut vivre. Elles attaquent Hilo de toute leur force et le clouent au sol car il est trop faible en ce moment. Heureusement, les filles ne pensent pas que ce soit une bonne idée de combattre un dragon de peste, et elles courent pour sauver leur vie immédiatement. Hilo essaie de les arrêter et de leur expliquer qu'il est inoffensif, mais, bien sûr, personne ne va prendre de risque en restant devant un monstre super mortel. Yuno et Meltia font une pause après s'être éloignés de la caverne. Elles réalisent que la mission va être plus difficile que prévu maintenant, et qu'elles ont besoin de plus de main-d'œuvre pour les aider. Yuno demande si elles devraient appeler le reste de leur groupe, et Meltia confirme. Le lendemain, alors qu'Hilo se réveille, il se sent mal après les incidents de la veille. Il se demande comment se remonter le moral en commençant à mâcher de la viande séchée quand soudain il a une idée. Il contacte l'as et lui demande une faveur, disant qu'il a besoin d'apprendre une leçon aux singes qui volent sa viande séchée, donc il veut un poison puissant sans couleur, odeur ni goût. Ce n'est pas un gros problème pour l'as, qui remplit un pot de poison qui ressemble exactement à de l'eau. Hilo ricane de manière menaçante en trempant le nouveau lot de viande séchée dans le poison et en le suspendant pour le faire sécher. Il attend que les singes se montrent avec impatience, mais ils prennent tout leur temps. Hilo et l'as font une sieste en attendant, mais bientôt ils entendent les cris hideux des singes. Hilo se réveille pour découvrir qu'un singe a mangé la viande séchée empoisonnée, et maintenant il écume de la bouche tandis que ses amis essaient de le réveiller. Hilo est satisfait par cela, mais il sait que ce n'est pas suffisant pour conclure l'affaire. Lui et l'as attaquent les singes, qui s'enragent et encerclent Hilo pour lancer une attaque combinée. Hilo a aussi une attaque combinée, et il donne le signal à l'as, qui tire des éclats d'argile sur les singes, les prenant par surprise et donnant à Hilo la chance de les frapper avec sa queue. Cependant, les singes n'ont pas dit leur dernier mot, et ils émettent un sifflement aigu qui étourdit Hilo et l'as. Ils se demandent quel genre de compétences ils utilisent, et la réponse devient évidente lorsqu'un singe géant et puissant arrive en courant vers leur position. Hilo réalise que les singes savent qu'ils ne peuvent pas gagner, alors ils ont appelé leur chef, qui a l'air coriace et menaçant. Il vérifie les statistiques du monstre et découvre qu'ils sont à égalité, mais le singe-chef a des compétences pour renforcer ses sbires. Alors que le singe-chef commence à utiliser ses compétences pour renforcer les singes, Hilo essaie de terminer le combat rapidement en le frappant avec une attaque de feu. Malheureusement, il est trop tard, et les singes sbires utilisent leurs compétences ensemble pour créer un énorme mur qui bloque son attaque. Ils encerclent Hilo et commencent à l'attaquer de tous les côtés, et ils trouvent difficile de suivre leur vitesse et leur force accrue. L'as essaie de le soutenir en attaquant les singes, mais le singe-chef l'attrape et la jette contre un arbre. Hilo réussit tant bien que mal à l'attraper mais découvre qu'elle a été assommée. Il réalise que plus le combat dure, plus il aura de problèmes. Il décide de revenir à l'essentiel et demande à Siri de lui en dire plus sur le singe-chef. Siri lui dit que l'orang-outan géant est un monstre classé des plus qui a évolué après avoir vaincu l'ancien alpha du groupe. Les orang-outans prennent l'évolution par le combat très au sérieux, et ils connaissent beaucoup de compétences de soutien pour aider leur clan. Hilo ne pense pas que cette information l'aide en quoi que ce soit, mais ensuite il vérifie à nouveau les compétences de l'orang-outan chef et découvre qu'il a la compétence télépathie. Il décide d'essayer de lui parler avant de se battre, et pour cela, il prend le singe inconscient en otage. Les autres singes essaient de riposter, mais leur chef les arrête et utilise sa compétence de télépathie pour parler directement dans le cerveau d'Hilo. Il s'intéresse à Hilo après avoir réalisé qu'il peut voir ses statistiques et lui demande ce qu'il veut. Hilo lui dit que le singe inconscient a été empoisonné et que, si rien n'est fait, il va sûrement mourir. Cependant, l'as peut lui donner l'antidote, et Hilo veut utiliser cela comme monnaie d'échange pour que le singe-chef se retire. Cependant, le singe-chef répond qu'Hilo est une trop grande menace pour être ignoré et qu'ils le tueront ici avant qu'il ne puisse devenir encore plus fort. Hilo lui dit que, dans un combat sans merci, tout le monde mourra, mais le singe-chef est prêt à cela car la philosophie de leur clan est de laisser les faibles mourir au combat pour que les forts puissent survivre et prospérer. Hilo réalise qu'il ne peut pas négocier avec le chef singe maintenant, mais ensuite il a une autre idée. Il le défie en duel en tant que chef de son clan.
Le chef singe dit que les duels n'ont lieu qu'entre chefs de différents clans de singes ou lorsqu'un alpha est contesté. Même s'ils n'ont jamais eu de duel contre une autre espèce de monstre, le chef pense que les mêmes règles peuvent s'appliquer. Il accepte le défi d'Hilo et dit qu'un duel est une chose sacrée, donc personne n'interviendra à moins qu'un vainqueur ne soit déterminé. Sur ce, Hilo demande à l'as de donner l'antidote au singe empoisonné, et dès qu'elle le fait, les singes l'attrapent ainsi que le singe inconscient. Hilo leur demande ce qu'il fabrique, et le chef singe explique qu'il s'assure juste que l'as obéisse aux lois du duel, et une fois le combat terminé, elle sera libérée. Les deux combattants s'avancent avec cela, et dès que le duel commence, le chef singe commence à submerger Hilo de coups puissants. Hilo commence à rouler pour esquiver ses attaques, et le chef singe lui dit de faire preuve de courage et de se battre dans le duel qu'il a commencé. Hilo réalise qu'il ne peut pas courir éternellement, alors il commence une contre-attaque et roule vers le chef, le repoussant. Il saute ensuite et le frappe avec un coup de queue à pleine puissance, faisant craquer le sol sous ses pieds. Hilo atterrit de nombreux coups sur la tête du chef singe, le laissant dans un état de confusion. Il décide de saisir la chance pour l'achever, mais le chef singe crée un mur de roche pour le bloquer. Il monte ensuite sur le mur et utilise une compétence pour mettre tout son mana dans son agilité. Le chef singe est maintenant beaucoup plus rapide, et il tabasse Hilo, qui ne peut même plus prévoir ses mouvements. Après s'être fait claquer au sol, Hilo décide d'aller dans un combat au point frontal. Il nargue le chef singe, lui demandant de l'affronter directement s'il n'a pas peur, et cette provocation fonctionne sur le singe fier. Hilo et le chef singe chargent l'un vers l'autre et commencent à se donner des coups de poing comme dans un bon vieil épisode de Baki. Leurs coups de poing puissants ébranlent toute la forêt, et l'as regarde le combat avec avidité aux côtés des singes. Après quelques minutes, les deux combattants sont épuisés et blessés, et Hilo réalise qu'il n'a plus beaucoup de force. Il décide de tout mettre dans son dernier coup de poing et réussit à frapper le chef singe en premier. Il sent qu'il a gagné alors que Siri lui dit que sa compétence coup de poing du dragon a augmenté de niveau. Mais juste au moment où il s'apprête à se réjouir, le chef singe atterrit une contre-attaque finale, le mettant à terre. Les deux chefs de clan tombent face contre terre, et quand Hilo ouvre les yeux, il voit l'as sur lui tandis que Siri lui dit qu'il a vaincu l'orang-outan chef et obtenu le titre de chef de clan. Hilo s'évanouit à nouveau après cela, et quand il se réveille enfin, il se retrouve dans une grotte sombre avec l'as sur lui. Il lui demande où ils sont, mais alors que ses yeux s'habituent à l'obscurité et qu'il regarde autour de lui, il découvre qu'ils sont de retour dans leur grotte. Hilo se demande comment cela a pu arriver car il a été assommé en plein milieu de la forêt par le punch final du chef orang-outan. Il ouvre soudainement sa fenêtre de statue et découvre qu'il a monté de niveau, ce qui lui fait réaliser qu'il a gagné le combat contre le singe boss. Hilo est ravi d'apprendre cela et il serre l'as dans ses bras pour célébrer leur victoire. Il pense qu'elle l'a ramené à la grotte une fois qu'il s'est évanoui et lui demande comment elle a même réussi à faire ça avec son petit corps. L'as signale silencieusement au groupe de singes dans leur grotte, qui commence à faire des émoticônes dès qu'il les voit. Il panique en les voyant ici et se demande pourquoi ils sont là, et sa première hypothèse est qu'ils sont ici pour se venger de la mort de leur alpha. Il s'inquiète alors que les singes s'approchent de lui car il est épuisé et faible en ce moment et ne peut pas se battre correctement. Cependant, les singes ne l'attaquent pas et continuent de faire leurs émoticônes stupides, comme s'ils acclamaient Hilo. Il a l'impression qu'ils le traitent comme s'il était leur patron maintenant, et dès qu'il vérifie ses titres, son doute est confirmé. Il découvre qu'il a obtenu le titre de chef de clan après avoir vaincu le cousin de Hiram, et c'est pourquoi les singes le suivent. L'as est toujours sur ses gardes contre eux, mais Hilo lui dit de se détendre car les singes ne veulent pas se battre avec eux, et au lieu de cela, ils ont l'air de pouvoir être utiles. Il décide de leur laisser gérer les tâches ennuyeuses pour pouvoir faire d'autres choses, et l'as n'est pas contente du tout de voir Hilo faire confiance à quelqu'un d'autre qu'elle. Le lendemain, les singes rassemblent tout un tas de fruits pour Hilo, et il est vraiment étonné de leur efficacité et de leur rapidité. L'as est contrarié qu'Hilo soit heureux de cela, et quand il fait l'éloge des singes, elle reste stupéfaite. Les singes pointent alors du doigt le jerked meat que Hilo a laissé sécher sur les arbres, et comme il est de très bonne humeur, il les laisse en manger, ce qui énerve encore plus sa petite amie toxique. Après cela, Hilo décide de créer plus de jerked meat puisqu'il n'a pas besoin de chercher de la nourriture aujourd'hui. Il rentre dans la grotte et commence à préparer la viande. Quand un singe arrive et commence à fixer le pot par curiosité, Hilo réalise qu'il est intéressé par la cuisine, alors il décide de lui apprendre pour réduire encore sa charge de travail et laisser les singes s'occuper aussi de la cuisine. Il commence par les bases, couper la viande en tranches, puis la mettre dans un pot pour y mélanger du sel et des épices, puis la laisser reposer un moment. Le singe continue de l'observer attentivement, et ses yeux brillent d'excitation une fois qu'Hilo a fini sa leçon. Hilo est également content de voir cela, et il donne au singe une livre de viande et un couteau pour qu'il puisse commencer à travailler, mais ce sentiment de détente se transforme soudainement en quelque chose de menaçant lorsqu'il ressent une aura menaçante venant de derrière lui. Il remarque l'as passer devant lui, bouillonnante de rage, mais il ne comprend pas ce qui ne va pas chez elle. Quoi qu'il en soit, Hilo retourne à son fil de pensée et pense qu'il peut laisser le singe chef s'occuper de la préparation du jerked meat,
mais cela le laissera sans rien faire pendant son temps libre. Soudain, il a une idée, il doit stocker plus de nourriture puisqu'il a plus de colocataires, et il décide de faire plus de pots. Il sort et commence à faire des bruits de chambre à coucher en essayant de pétrir une pâte d'argile, mais un autre singe curieux arrive et lui demande ce qu'il fait. Il lui dit qu'il fabrique un pot comme celui qui sèche dans le coin en utilisant de l'argile humide, et le singe se désigne lui-même car il veut faire ça aussi. Il se souvient soudain que les singes ont une compétence appelée nimble qui les rend assez bons pour faire des choses compliquées, et en plus, ils ont des mains plus humaines qui sont plus utiles pour beaucoup de choses. Il comprend que les singes finiront par devenir meilleurs que lui pour fabriquer des pots, alors il décide d'apprendre au singe curieux tout ce qu'il sait. Après avoir terminé tout le processus, de la mise en forme à la cuisson des pots, il lui donne au singe un tas d'argile et lui dit de se mettre au travail. Il sort ensuite pour prendre un peu de soleil et d'air frais, où il trouve Lass essayant de travailler aussi sur de l'argile. Dès qu'il lui demande ce qu'elle fait, Lass se fiche de choc. Il lui dit qu'elle ne peut pas faire grand-chose en poterie avec ses petites mains, et sa déclaration blesse les émotions de Lass. Elle s'enfuit en pleurant et en traitant d'imbécile dans sa tête, mais il ne comprend pas pourquoi elle essayait de faire quelque chose pour laquelle elle n'était pas faite. Quoi qu'il en soit, il décide d'agir comme un mec cool et de ne pas se soucier de savoir pourquoi Lass est en colère si elle ne va pas le lui dire directement. Il va ensuite vers les deux singes restants et leur donne des outils en argile car eux aussi doivent faire un peu de travail s'ils veulent vivre ici. Il leur dit qu'il a fabriqué le marteau et la pelle avec les restes de l'argileux par fantaisie, et qu'ils se sont avérés assez solides pour briser des rochers. Il lui dit aux singes que leur travail est d'agrandir la grotte, et ils acceptent volontiers son ordre, mais voir cela fait bouillir la rage de Lass au-delà de ses limites. Au même moment, Yuno et Meltia déjeunent dans une auberge de la ville voisine en parlant du fait que leurs coéquipiers ne sont pas encore là. Elles ont encore des frissons chaque fois qu'elles pensent aux dragons de la peste qu'elles ont affrontés dans la forêt et décident d'enquêter minutieusement pour éviter tout danger pour la civilisation. Pendant ce temps, le lendemain matin, Ilu se réveille avec Lass sur lui, et elle essaie de le faire lever rapidement. Il lui demande pourquoi elle panique et s'il y a un ennemi dans leur base, mais alors qu'il essaie de se lever, il trouve que son corps est vraiment lourd. Il se demande ce qui se passe, mais découvre alors que la raison de sa lourdeur est due aux singes qui dorment sur lui comme s'ils étaient ses petites amies. Il veut que les singes puants lui laissent un peu d'espace parce qu'il veut se lever maintenant, mais ils dorment profondément. Ilu décide de se rendormir quand soudain il remarque que les singes hurlent et paniquent parce que l'un d'eux est soudainement tombé malade. Ilu vérifie immédiatement ses statistiques et découvre qu'il a été empoisonné. Lass se tient à côté de lui en gloussant et en tapant du pied par terre à cause du succès de son plan, mais Ilu lui dit qu'elle ne peut pas empoisonner les singes juste parce qu'elle ne les aime pas. Lass est toujours en colère contre lui et se dirige vers le pot que le singe a fabriqué, et Ilu réalise enfin ce qui la tracasse. Il s'excuse de ne pas lui avoir accordé beaucoup d'attention ces derniers temps, puis la soulève en disant qu'il va se rattraper. Il dit qu'ils devraient sortir chasser ensemble comme au bon vieux temps, et Lass se sent beaucoup mieux en entendant cela. De retour au village, Miria devient agitée car les aventuriers qui sont allés dans la forêt ne sont pas revenus même après une semaine, et elle décide d'aller les chercher ainsi que d'Oz toute seule. Au même moment, il lui emmène Lass chasser et parle du fait qu'il n'est plus qu'à un niveau de pouvoir évoluer à nouveau. Il dit qu'il devrait trouver de la bonne viande aujourd'hui et ensuite trouver des choses pour décorer la grotte. Cependant, Lass ne partage pas son enthousiasme car, contrairement à ce qu'elle voulait, il lui a emmené ses singes avec eux. Les singes font des activités de singes avec les armes qu'il lui a fabriquées pour eux, et il sent qu'ils vont être vraiment utiles pour chasser plus de proies. Il demande à Lass pourquoi elle a l'air si contrariée, puis lui dit de les informer dès qu'elle repère une proie. Lass se met soudain à s'éloigner sans dire un mot, et il panique quand il n'arrive pas à l'arrêter. Comme tout petit ami idiot et ignorant, il ne réalise pas son erreur et pense qu'il aurait été bien mieux s'il pouvait parler la même langue. Soudain, Lass s'arrête parce qu'elle a repéré quelque chose, et quelques secondes plus tard, deux loups gris sautent hors des buissons. Il dit à Lass de se préparer à se battre, et elle est heureuse qu'ils puissent à nouveau agir en équipe, mais les singes prennent les devants et se jettent sur les loups avec leurs armes, les tabassant comme jamais. Ilu est impressionné par leur force et leur habileté, mais Lass se met super en colère. Elle commence à s'éloigner profondément dans la forêt, et Ilu la poursuit en essayant de comprendre ce qui ne va pas chez elle. Pendant ce temps, Miria est dans la forêt quand soudain elle remarque Doz passer devant elle. Il ressemble maintenant à un zombie et ne répond même pas à sa voix, alors elle le poursuit, sans savoir qu'elle est observée par les monstres de la forêt. Elle se perd bientôt, et juste à ce moment-là, un groupe de monstres à trois yeux commence à s'approcher d'elle depuis l'ombre. Au même moment, Lass marmonne encore avec colère tandis qu'Ilu la suit, expliquant qu'il ne peut pas laisser les singes seuls parce qu'il est leur chef. Elle n'écoute rien de ce qu'il dit, mais ensuite Ilu lui promet que la prochaine fois ce sera juste deux et qu'ils laisseront les singes à la grotte. Lass s'arrête net et se retourne vers Ilu, qui se demande si cela va fonctionner, et heureusement, ça marche. Lass lui saute dessus de joie, et il commence à se câliner. Ilu promet qu'il la protégera quoi qu'il arrive, puis lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être jalouse des singes parce qu'elle est la personne la plus importante dans sa vie en ce moment et que cela ne changera jamais.
Il commence à se câliner quand soudain il entend un cri venant du lointain, et il envoie balader Lass en entendant cela. Il reconnaît immédiatement la voix de Myrrha et réalise qu'elle doit être en danger une fois de plus. Il veut aller la sauver, mais alors qu'il voit Lass le regarder curieusement, il pense qu'il ne devrait pas l'emmener. Il se souvient de la dernière fois où il a rencontré des humains, ils ont essayé de le tuer alors qu'il voulait juste être ami avec eux. Il craint que s'il y a des humains avec Myrrha en ce moment, ils attaqueront sûrement lui et Lass, et il ne veut pas qu'elle soit en danger. Il décide d'y aller seul et demande à Lass de l'attendre. Cependant, au moment où il commence à rouler, Lass le suit, et il lui dit de s'arrêter. Quand elle n'écoute pas, il accélère, mais Lass n'abandonne toujours pas et finit par s'écraser contre un rocher. Il s'inquiète pour elle et va vérifier son état et constate qu'elle a encore la plupart de ses PV. Il lui demande de l'attendre car il sera bientôt de retour, mais Lass ne veut toujours pas le lâcher. Elle attrape sa queue, mais il la laisse quand même derrière lui, disant qu'il ne peut pas la laisser être en danger, mais qu'il doit aussi sauver Myrrha. Lass a le cœur brisé d'être laissé seul, et cela fait monter le niveau du titre de malfaiteur d'Ilu, mais parce qu'il fait quelque chose d'héroïque, son titre de tout petit héros monte également en niveau. Il dit à Ciri de la fermer avec ses absurdités inutiles parce qu'il doit d'abord se concentrer sur la recherche de Myrrha. Pendant ce temps, Myrrha est entourée de loups redoutables à 3 yeux, et elle a le dos contre le mur. Un loup se jette sur elle, mais heureusement Ilu arrive au dernier moment et le frappe pour l'éloigner. Il regarde Myrrha pour deviner si elle le reconnaît, mais elle a l'air de ne pas savoir qui il est. Ilu n'en est pas surpris, et il décide de se concentrer d'abord sur les loups avant toute autre chose. Ciri lui dit qu'il est confronté à des Mahalous, qui sont des monstres de rang et capables d'utiliser leur troisième œil pour partager des informations avec les membres de leur meute. Ilu réalise qu'il doit les vaincre rapidement avant qu'ils n'appellent des renforts, et il demande à Ciri leurs statistiques. Elle répond que certaines de leurs statistiques sont cachées pour le moment, et Ilu panique quand il a la tête qui tourne en regardant les statistiques des Mahalous. Soudain, les loups l'attaquent, et il brûle l'un d'eux avec son souffle enflammé tout en bloquant les deux autres avec ses bras robustes. Il ouvre accidentellement ses ailes en faisant cela, et cela suffit à terrifier Myrrha. Ilu panique parce qu'il peut répandre de la poudre mortelle en ouvrant ses ailes, et il les rentre immédiatement. Il s'approche de Myrrha pour vérifier si elle va bien, mais elle est vraiment terrifiée par lui, et sa réaction fait réaliser à Ilu qu'elle n'avait pas aussi peur des loups qu'elle a peur de lui. Cela blesse l'ego d'Ilu, mais alors qu'il essaie de lui dire qu'il est le bébé dragon qu'il a aidé dans le passé, Ciri lui dit qu'il a monté de niveau après avoir vaincu les loups et atteint le niveau 40, ce qui est le niveau maximum avant de pouvoir évoluer à nouveau. Il lui dit à sa stupide voix mécanique de se taire parce qu'il essaie de rassurer la fille maintenant, et pendant un bref instant, Myrrha voit le bébé dragon dans son profil. Elle se lève soudainement et commence à agir comme un dragon, et Ilu se souvient que c'est ainsi qu'il a réagi quand il l'a rencontrée pour la première fois. Il réalise qu'elle sait qui il est, et il commence à l'imiter pour lui assurer qu'elle est en sécurité avec lui. Juste à ce moment-là, d'autres loups arrivent, et au lieu de se battre, Ilu fait monter Myrrha sur son dos puis s'enfuit à toute vitesse, promettant de la protéger. Pendant ce temps, au village, tout le monde panique parce qu'il ne trouve pas Myrrha. Marie demande à un gars nommé Greg de la chercher, et Greg lui dit qu'il a scanné tout le village, mais que personne n'a vu Myrrha récemment. Marie est sûre qu'elle est allée dans la forêt pour chercher Dose, et Greg demande s'il doit aller la chercher. Marie décide que ce serait trop risqué pour une personne normale comme Greg, et elle décide plutôt d'aller elle-même dans la forêt. Au même moment, Meltia et Yuno arrivent également dans la forêt depuis un autre angle avec leur groupe. L'archer répond que la forêt n'a rien de spécial, mais Yuno lui dit qu'elle est aussi étrange que possible. Elle raconte à ses amis les jarres pleines de poivre dans la grotte et le dragon de la peste qui rôde à proximité. Meltia dit qu'elle a réalisé que la mission était trop dangereuse pour seulement elle deux, et c'est pourquoi elle a appelé les autres membres de leur groupe. L'archer demande si elle prévoit d'entrer dans la forêt tout de suite, et Meltia répond qu'elle ira d'abord au village pour rencontrer sa cliente afin de pouvoir discuter des détails avec elle. Au même moment, Ilu court à toute vitesse emportant Myrrha, qui est vraiment inquiète, mais ces mots sonnent comme du charabia pour lui. Il se demande jusqu'où les Mahalous les suivront quand il remarque qu'il se dirige vers un canyon où les loups ne peuvent pas l'encercler. Il y entre et met Myrrha dans un endroit sûr, puis attend que les loups l'attaquent. Les loups se précipitent immédiatement sur lui, mais Ilu est prêt pour eux, et il les souffle immédiatement avec son souffle enflammé. Un loup reste et s'élance malgré la mort de ses compagnons, et Ilu le tranche immédiatement avec ses griffes. Le loup tombe au sol, et Ilu se demande pourquoi il n'a pas battu en retraite même après avoir senti qu'il était surpassé. Juste à ce moment-là, Ciri lui dit qu'il a atteint sa limite de niveau, donc il ne peut pas gagner plus d'XP jusqu'à ce qu'il évolue. Ilu lui dit de se taire puis retourne vers Myrrha, sans remarquer un liquide visqueux sortant du troisième œil du loup. Après cela, Ilu place Myrrha sur son dos et commence à courir, pensant que s'il la ramène au village, ce sera la rediffusion de la même chose que la dernière fois, il sera traité comme un monstre et attaqué, et il ne veut pas ça. Soudain, ses pensées s'égarent, et il se demande pourquoi Myrrha est venue dans la forêt toute seule. Il veut désespérément connaître la réponse à cette question,
mais la barrière de la langue l'empêche de lui demander quoi que ce soit. Ilu décide d'emmener Miria dans un endroit sûr près du village pour commencer quand elle se penche vers son dos et le remercie. Ilu peut comprendre qu'elle l'a remercié même si ses mots sont encore du charabia pour lui, et il est vraiment content qu'il fasse des progrès. Comme toujours, Ciri interrompt ses moments de bonheur et demande s'il aimerait voir l'arbre d'évolution qui a été débloqué après avoir atteint sa limite de niveau. Ilu maudit à nouveau son logiciel d'IA, mais décide ensuite d'en finir. Il ouvre l'arbre d'évolution et découvre que cette fois il a 4 options disponibles, mais le plus surprenant est qu'il n'y a aucune forme liée à un dragon de la peste. Ciri lui dit de payer de l'argent réel pour débloquer cette information, mais Ilu lui dit non merci car même s'il y avait une option, il ne choisirait pas d'être un dragon de la peste adulte car cela terrifierait Miria. Ciri lui demande s'il souhaite des détails sur les formes qui lui sont disponibles, et Ilu lui dit d'y aller. La première forme est le dragon noir humain, qui est un hybride dragon humain de Baran et est considéré comme un demi-humain par les gens. Ilu se demande ce qu'est un demi-humain, et sur la base de ses expériences avec une compétence de transformation humaine, il sent qu'il y aura une vilaine surprise s'il l'a choisi dans l'espoir de se rapprocher d'un humain. Ciri lui dit que sa prochaine option est d'être un dragon roulant et qui se concentre sur la vitesse avant toute autre chose, et Ilu n'a pas besoin d'explications supplémentaires sur celle-ci. La troisième option est le petit arc dragon, qui est un dragon de l'élément lumière avec des statistiques d'intelligence élevées. Les yeux d'Ilu brillent d'espoir en entendant qu'il peut évoluer en un dragon de type lumière malgré le fait d'être un jeune dragon de la peste. Il sent qu'un petit dragon aura très probablement des options d'évolution limitées, mais il est toujours tenté de la choisir car alors Miria n'aurait pas peur de lui. Ciri informe ensuite que sa dernière option est le Gormangan, qui est un dragon de type serpent géant dont les écailles sombres contiennent un poison mortel. Le sol sur lequel ce dragon rampe devient définitivement stérile, et Ilu panique en entendant cela. Il ne veut certainement pas d'une forme qui pourrait faire de lui une menace encore plus grave pour l'humanité, et il essaie de mettre son petit cerveau en sur-régime pour en choisir une. Miria pointe soudainement vers une cascade devant eux. Ilu s'y arrête pour laisser Miria s'hydrater et se détendre pendant qu'il commence à réfléchir plus intensément à ses choix de vie. Il élimine tout de suite Gormangan, puis réfléchit au dragon roulant. Même si l'idée d'être le dragon le plus rapide l'intrigue, il sent qu'il deviendrait un phénomène de foire dans l'ensemble. Il est assez tenté de choisir le petit arc dragon car les humains aimeraient probablement un dragon de l'élément lumière. Là-dessus, il pense qu'être un dragon noir humain serait encore mieux s'il veut se rapprocher des humains, mais cela comporte son propre lot de défis. Ilu se demande à quel point les demi-humains sont proches des vrais humains et comment les monstres réagiront à lui s'il choisit cette évolution. Plus important encore, il s'inquiète de la réaction de l'as une fois qu'elle le verra se transformer en quelque chose de différent de ce qu'elle a vu jusqu'à présent. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Miria s'approche de lui et lui demande à quoi il pense. Ilu essaie de lui expliquer qu'il pense à sa vie future, mais il ne peut pas expliquer ce qu'il dit. Il ne peut pas non plus comprendre ce que dit Miria, et il désespère de ne pas pouvoir communiquer avec elle. Soudain, Miria a une idée, et elle rugit en pointant Ilu du doigt. Il réalise qu'elle essaie de dire quelque chose, et puis Miria se présente. Ilu peut comprendre son nom, et il réalise ce qu'elle essaie de dire. Miria lui dit les mots pour arbre, rocher et eau, et pendant qu'il joue avec elle, sa compétence de langage monte de niveau. Alors qu'il interagit davantage avec elle, sa compétence de langage monte encore, et le soir venu, il peut comprendre ce que dit Miria. Elle lui dit qu'elle est venue plusieurs fois dans la forêt pour chercher quelqu'un, et Ilu ne peut rien demander à cause de la barrière de la langue. Il imite des oreilles de chien pour demander si elle cherchait les 2 filles qui sont venues dans la forêt, et Miria refuse, disant que c'était des aventurières, mais elle cherchait le gars nommé Dose. Ilu se souvient que le gars nommé Dose est mort en combattant le dragon de roche, mais il veut quand même confirmer et met une perruque d'herbe sur sa tête pour demander si elle parle d'un gars avec des cheveux similaires. Miria confirme avec excitation et puis le serre dans ses bras, disant qu'elle savait que c'était le dragon qu'il avait sauvé plus tôt. Ilu flanche à cela, et il décide de se transformer en demi-humain après tout, même si cela signifie que sa relation avec l'as pourrait être entravée. Après cela, Miria lui demande s'il a un nom, et nous l'appelons Ilu pour plus de commodité, mais le dragon n'a pas vraiment de nom pour le moment. Il secoue la tête en réalisant qu'il n'est qu'un monstre sans nom pour l'instant, et Miria se sent mal pour lui. Elle demande si elle peut lui trouver un nom, et Ilu lui attrape les mains et hoche violemment la tête pour accepter son offre. Miria fixe son visage et se souvient comment il l'a sauvé une fois en combattant de nombreuses menaces. Elle a soudain une inspiration et lui dit qu'il est un héros, alors elle va le nommer Ilu d'après sa fleur préférée appelée Illusia. Ilu est ravi d'entendre cela, et il accepte son nom, espérant qu'un jour il verra la fleur qui l'a inspiré. Cependant, Ciri parle juste à ce moment-là, demandant s'il est sûr d'accepter le nom Ilu car une fois qu'il l'accepte, il ne peut pas le changer. Ilu est surpris par la réponse, et Ciri lui demande une fois de plus de confirmer son nom. Ilu est surpris d'apprendre qu'il avait cette option avec lui tout ce temps, et il accepte volontiers le nom que Miria lui a donné. Ciri enregistre officiellement son nom, et Ilu se sent au sommet du monde maintenant. Soudain, il entend des pas lourds s'approcher de lui et craint qu'un puissant monstre ne se dirige vers lui.
Il met immédiatement Myria sur son dos puis fonce pour éviter le monstre. Il décide de faire un détour et d'envoyer d'abord Myria au village, puis de chercher Dose lui-même. Soudain, un Mahalou se met à le poursuivre, mais Ilu ne s'en inquiète pas du tout. Il vérifie ses statistiques et trouve un effet nommé réception d'énergie magique sur lui, se demandant s'il est contrôlé par un autre monstre. Alors que le Mahalou lui saute dessus, Ilu le gifle avec sa queue et accélère, mais à son choc, il y a plus de Mahalou devant lui avec leur chef. Ilu s'arrête, acculé, mais alors qu'il voit qui il a en face de lui, il reste stupéfait. Un Dose rendu fou est monté sur le chef Mahalou, et il rit de façon maniaque tandis que Myria lui demande pourquoi il est avec les monstres. Ilu essaie de vérifier les statistiques de Dose, et à sa surprise, sa colonne de compétences est complètement vide. Myria perd tout instinct de survie en voyant Dose et se précipite vers lui pour lui parler, mais il charge vers elle. Heureusement, Ilu réagit rapidement et bloque le Mahalou, mais Dose sort son épée pour l'attaquer. Myria lance instinctivement une boule de feu sur lui pour le repousser, puis Ilu frappe le loup pour le mettre au sol. Dose laisse tomber une pierre ronde en tombant au sol, mais il la saisit immédiatement et se relève. Ilu se demande pourquoi Dose est si inquiet pour cette pierre, mais alors Myria remarque quelque chose à son sujet. Soudain, des pas lourds commencent à se rapprocher, et Myria panique en réalisant que ce sont les pas du dragon de roche. Dose entend aussi cela, et il change soudainement de direction, menant les Mahalou vers le village. Ilu est complètement abasourdi par ce qui se passe, mais alors Myria, terrifiée, lui dit que la pierre que Dose transportait était en fait un œuf de dragon de roche. Ilu comprend maintenant que Dose transporte l'œuf au village pour provoquer le dragon de roche afin qu'il attaque le village. Il se demande pourquoi il voudrait faire ça, mais le plus important pour le moment est d'arrêter Dose. Il dit à Myria de monter sur son dos pour qu'il puisse rattraper Dose, mais les Mahalou commencent à les poursuivre. Ilu réalise qu'il ne peut pas courir assez vite pour rattraper Dose avec Myria sur son dos, et son esprit est sur le point d'exploser alors qu'il essaie de comprendre ce que Dose prépare. Soudain, Myria l'appelle par son nom et lui demande de la laisser derrière et de se dépêcher d'arrêter Dose. Elle dit qu'elle arrêtera les Mahalou d'une manière ou d'une autre, et Ilu doit protéger le village quoi qu'il arrive. Ilu sait qu'elle n'a aucune chance contre les loups, et il décide d'en finir avec eux avant de s'occuper de Dose. Il met Myria au sol puis se tient ferme pendant que le chef des Mahalou le mord. Ilu le projette simplement et puis le lance haut dans les airs pour l'achever avec un casse-noix. Pendant ce temps, le reste des loups charge vers Myria. Ilu en percute un rapidement, mais l'autre loup lacère l'épaule de Myria. Ilu le frappe rapidement pour l'éloigner puis finit aussi le monstre restant, mais Myria est dans un état terrible en ce moment. Elle est encore plus inquiète pour le village, et Ilu promet qu'il protégera le village, mais il ne l'abandonnera pas pour cela. Pendant ce temps, au village, Greg est toujours en patrouille quand il entend le rugissement d'un dragon de roche. Marie entend aussi le rugissement au loin, mais elle espère que ce ne sont que ses oreilles qui tintent, et elle se concentre sur la recherche de Myria. Les aventuriers chassent aussi un Mahalou sur leur chemin, ignorant que Dose emmène un œuf de dragon de roche au village. Le dragon de roche les poursuit avec colère, et le monstre visqueux rampant n'est pas loin derrière lui. Au milieu de tout cela, Ilu porte la blessée Myria sur son dos, ne réalisant pas qu'il va être au centre d'un grand événement. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.